Oh punaise, t'as vu Alice là en ce moment? Quoi? Bah la vidéo des coups de cœur, ça fait pas mal de vues là, elle commence à te rattraper un petit peu là. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, hein, commence à faire un bon... Elle commence à me rattraper, oui. Bah oui, là... Tant mieux pour elle. Bah elle fait des belles vues quoi. De toute façon, c'est pas un concours. Ah non, 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 moi je dis pas ça par rapport au nombre de vues que j'ai, hein, c'est... Oui, voilà. Oui, monsieur a C'est plus non. de vues. C'est pas un concours. Non mais c'est Voilà. bien, c'est bien, c'est bien. Ah, ça c'est bien pour vous, je suis content. Je suis content. Bah, c'est pas comme si par exemple on allait sur YouTube rafraîchir la page pour faire plus de vues, Pas du se tout. Alors là, rattraper l'un l'autre. moi jamais je ferais ça, alors là... Moi, ce serait mesquin quoi. Ce serait mesquin, effectivement. Ouais. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, vous avez dû être un tout petit peu déçus parce qu'en fait, il n'y avait pas de vidéo du vendredi. C'est juste un souci de planning, de disponibilité de certains, d'autres problèmes en fait qui ont fait que on n'a pas pu faire de vidéo du vendredi. Notamment parce que j'avais aussi oublié le matos chez moi et comme je n'étais pas chez moi, Antoine n'a pas pu filmer, même s'il s'était retrouvé tout seul. Donc souci de planning, souci d'orga et donc pas de vidéo. Du coup, ça fait que là, cette vidéo, normalement, va être un poil plus longue, même si oui. Normalement, on aura essayé de faire assez rapide, assez concis sur les jeux, parce qu'il y en a encore beaucoup, parce qu'on doit vous parler des sorties de la semaine dernière et des sorties actuelles. Donc on va essayer de faire très vite, et on va commencer de suite avec le petit Secret Santa, dont on vous avait déjà parlé, on avait fait un petit focus dessus. Exact. Secret Santa, un jeu de Matago, c'est un jeu donc, édité par Matago, c'est un jeu de Cédric Chaboussi, c'est illustré par Anthony Kestel, pardon. C'est un jeu à partir de 8 ans, c'est pour 20 minutes d'environ 20 minutes et c'est pour 2 à 4 joueurs. Secret Santa, c'est un jeu de essentiellement collection. Comme son nom l'indique, en fait, Secret Santa, on va se faire des cadeaux. Super nom d'ailleurs, si vous cherchez à faire un Secret Santa à quelqu'un. C'est juste parfait. Et tout petit prix, hein, c'est 12 € le petit jeu. Secret Santa, c'est un jeu de collection dans lequel en fait on va avoir des cartes en main et en fait ces cartes-là, on va pas pouvoir les scorer directement parce qu'en fait on va aller piocher des cartes chez les autres joueurs, donc on va aller s'offrir entre guillemets des cadeaux chez les autres joueurs. On piochera des cartes qu'on mettra devant nous et chaque carte en fait est un cadeau, un type de cadeau. Il y a 3 types de cadeaux différents, il y en a un peu plus, mais sans compter les spéciaux, il y a 3 types de cartes différentes et chacune de ces cartes appartient à une catégorie et vous le voyez au dos des cartes, ce qui fait que vous aurez au fur et à mesure, en collectant des cartes qui seront face visible devant vous, vous aurez de l'information et vous en donnerez aux autres joueurs. Et c'est ça qui est malin dans Secret Santa, c'est qu'il y a un petit côté, je trouve, que je compare très souvent à Trio, parce qu'en fait, il y a un côté où vous allez, au fur et à mesure du jeu, commencer à un peu éliminer les possibilités et commencer à construire votre manière de gagner des points. Alors grossièrement, il y a les cadeaux génériques qui font tous 2 points, il y a les sachets de thé qui font tous 1 point, et il y a les bols qui eux font des points plus vous en avez. Et donc forcément, si je commence à aller chercher les bols chez différents voisins, du coup les gens vont commencer à se dire voilà, lui il commence à faire des points sur les bols, il vaut mieux que je me rattrape sur tel cadeau. Il a chopé tel cadeau de telle couleur, donc je sais par définition que comme moi j'ai lui en main et que lui il a visible, je sais que l'adversaire là-bas il a tel cadeau. Et donc au fur et à mesure, on devine les cadeaux que les autres ont en main et donc on va essayer d'aller vider les mains des autres joueurs. Dès que les joueurs n'ont plus de cartes en main, c'est la fin de la partie. C'est un jeu super minimaliste, très facile à prendre en main, super cadeau pour Secret Santa du coup. On enchaîne avec Ma vie de renard, un jeu de Charlec que j'apprécie énormément à chaque fois. Il nous a fait La Bête, il nous a fait Kaori, qui est un de mes coups de cœur. Et maintenant, il nous sort Ma vie de renard. Et Le Grand Voyage aussi. Le Grand Voyage aussi, c'est vrai, que je joue très souvent. Le Grand Voyage, donc là, Ma vie de renard, donc de Charlec, illustré par Sepio. C'est un jeu à partir de 8 ans, c'est très familial. Il y a un côté progressif, vous le verrez dans le jeu. C'est pour des parties d'environ 20 minutes. Et c'est pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu dans lequel, comme son nom l'indique, on va jouer des renards. Ici, j'ai fait une mise en place, alors... Elle n'est pas complète parce qu'en gros, le plateau est composé de tuiles. Vous avez 5 colonnes de 10 tuiles. Vous aurez aux extrémités et au milieu en fait de la colonne des terriers. Il y en a un qui est une tuile de départ et l'autre terrier à l'autre bout, c'est la tuile d'arrivée. Donc là, on va dire que c'est celle-ci la tuile d'arrivée. Notre terrier, il est par là. Comme j'ai pas assez de place forcément, parce que vous avez 10 tuiles par colonne. Et donc le but, c'est une course. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez au premier terrier, il va falloir être le premier renard à arriver au tout dernier terrier ici. On a des tuiles qui symbolisent au dos des types de terrain, donc il y a des forêts, il y a des montagnes, il y a des champs, et de l'autre côté, vous verrez, il y a des petits éléments. Chaque joueur va jouer un renard d'une couleur, donc il y en a 5 maximum, là on est parti à 3 joueurs. Chacun a un petit plateau avec 4 cœurs qui sont en fait vos points d'action. Et donc à son tour de jeu, tout ce qu'on a à faire,
dans ma vie de renard, c'est tout simplement de dépenser autant de points d'action qu'on veut pour faire les actions indiquées sur votre plateau. Globalement, il y en a, on va dire, 2. Il y en a d'autres qui sont des cas particuliers, mais il y a 2 actions ici qui sont migrées et flairées qui coûtent 1 d'énergie. Si vous ne voulez pas jouer, vous pouvez tout simplement passer. Dans ce cas-là, vous récupérez toute votre énergie. Donc, si c'est mon tour de jeu, là par exemple, je vais tout simplement dépenser par exemple 1 d'énergie pour pouvoir faire l'action de migrer. L'action de migrer, ça me permet de déplacer d'une case. Donc je peux très bien me déplacer sur une case déjà visible, qui a été retournée, découverte par un autre joueur, mais je peux très bien tenter le tout pour le tout et d'aller sur une case face cachée. Si je vais sur une case face cachée, je la retourne et je me pose dessus. Parfois les tuiles sont vides, comme celle-ci, donc il ne se passe rien. Parfois il y aura différents éléments, et notamment sur ces éléments-là, on peut y trouver parfois des chiens de chasse, des chasseurs, mais aussi des rapaces. Quand ça arrive, donc je sais pas si, voilà, par exemple, là, si je vais là-dessus, en admettant que là, par exemple, ma deuxième action, c'était de migrer une fois de plus, parce que j'ai le droit de le faire durant mon tour, je vais me déplacer ici, je retourne, et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un rapace. Le rapace, pour le contourner, je suis obligé de me cacher, et pour ça, ça me coûte 1 d'énergie. Il se trouve que j'ai 1 d'énergie, donc je le dépense, je fais l'action de me cacher, mais dans ce cas-là, ça met fin immédiatement à mon tour. Lorsque le tour reviendra à moi, j'aurai le choix de soit passer, donc c'est-à-dire de récupérer, de me reposer, c'est ce qui est indiqué ici, tout est très bien récapitulé sur le plateau. Oui, c'est bien. Je me repose, je récupère tous les cœurs, mais du coup c'est à l'autre joueur de jouer, j'ai passé. Soit du coup je décide de jouer. Quand je décide de jouer, la première chose que je fais, c'est que je récupère 1 d'énergie. Donc là j'ai décidé de jouer, mais j'ai que 2 énergies. Alors, il y a une autre action qui est intéressante pour ne pas y aller un peu à la zob, c'est tout simplement de dépenser 1 d'énergie pour flairer. Flairer, ça me permet de regarder 3 cases en ligne droite face cachée devant moi, ou alors 3 cases qui sont adjacentes à moi face cachée. Donc là, si je décide de flairer, je consulte cette tuile-là. Ok, c'est un chemin qui pue, je vous l'annonce. Ça, je le dis pour moi. Oui, tu le gardes pour toi normalement. Évidemment. Donc, si jamais je tombe sur un chasseur, le chasseur, je peux soit le fuir, soit me cacher. Il faut savoir que fuir, ça vous coûte 2 d'énergie. Mais par contre, ça vous permet de vous redéplacer d'un autre côté, donc dans un lieu plus sûr. Se cacher, c'est vous rester sur la tuile, mais par contre, ça vous dépenser 1 d'énergie et vous attendez votre prochain tour. La petite subtilité, c'est que si jamais vous n'avez pas assez d'énergie, par exemple là si je tombe sur, mettons le chasseur, hop, et que j'ai pas d'énergie, ou j'ai pas assez pour payer, mon renard malheureusement il est chassé, il est mouru, et donc du coup ce petit renard là va revenir au terrier, donc à la tuile de base. Le truc c'est que comme j'ai révélé un chemin, du coup ce sera beaucoup plus simple de me déplacer parce que je connais maintenant les embûches. Le problème, c'est que les autres joueurs, si jamais eux, ils reviennent pour X raison à la case départ, eux aussi, ils pourront passer par des passages que moi, j'ai révélés. Exact. Donc c'est intéressant parce que ça symbolise, je pense très bien, même si je ne suis pas un renard, la vie d'un renard qui est faite de beaucoup d'embûches, de plein de risques en fait, et parfois il faut essayer de se faufiler, de se cacher, il faut essayer de prendre des risques pour contourner, passer par la montagne. Il y a plein de tuiles sur lesquelles je ne suis pas rentré dans le détail, mais où vous aurez des rivières, des routes, des champs un peu, ou des villes qui peuvent vous rapporter de l'énergie, qui peuvent vous en faire perdre, qui vous obligent à contourner ou à rejouer, comme par exemple le renard adulte, qui vous oblige à rejouer immédiatement. Le jeu a un petit côté évolutif, du moins il y a 2-3 petits modules à découvrir. Tout à fait, parce qu'en fait là la base est très bien faite pour découvrir le jeu et pour jouer avec des enfants, et quand vous jouez avec des joueurs plus expérimentés, déjà au lieu de mettre 10 tuiles, vous pouvez en mettre 13, 14 si vous voulez, pour une partie plus longue, et en plus de ça vous avez un plateau qui est avec de nouvelles actions. Donc là vous avez migré, flairé, vous pouvez également marquer pour, vous faites pipi sur votre tuile, pas en vrai je vous assure, mais vous marquez votre territoire en fait, et donc les autres joueurs ne pourront pas aller dessus jusqu'à votre prochain tour. Et on peut également nager, ça c'est quand vous allez devoir franchir des rivières justement, mais ça vous coûte 3 d'énergie. Voilà, je vous ai tout dit sur ma vie de renard, c'est très très bien édité, c'est vraiment mignon. Une fois de plus. Ouais, Charlet qui nous raconte une histoire, une fois de plus, qui est une thématique très bien portée. C'est très très bien fichu l'iconographie, alors déjà il n'y a pas de texte à part sur les actions, mais du coup l'édition est bien faite parce que les actions sont très bien récapitulées, on a un petit texte d'ambiance sur les renards, on a un mode évolutif, on a des belles tuiles, on a un beau jeu. C'est pour moi un sans faute pour ma vie de renard. On enchaîne sur un jeu qui n'est pas du tout familial, qui est un jeu plutôt expert, donc dans la gamme de chez Yellow. C'est un jeu de Shei S et Isra C, illustré par Johan Gardier. C'est pour 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Ils mettent 80 minutes, oui effectivement, ça va dépendre. Moi je considère que c'est plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure par joueur. On va dire une demi-heure par joueur, parce qu'en soi, Château Blanc, c'est pas très long. Ça peut vous faire penser à un jeu qui s'appelle Cathédrale Rouge, parce que Château Blanc, Cathédrale Rouge, c'est dans la même gamme. Vous êtes dans des jeux experts qui sont très minimalistes, mais quand vous portez la boîte, vous êtes content parce que dedans, ça bouge pas et que c'est très très lourd. Vous allez avoir un jeu qui n'est pas forcément très complexe, parce qu'on sait tous que les jeux Yellow estampillés experts sont pas non plus des jeux qui sont, on va dire, impossibles à comprendre. Au contraire, ils sont très simples, mais ils sont super riches. C'est vraiment une belle gamme expert, ils peuvent en être fiers. C'est une très très belle gamme, ouais.
Ici dans Château Blanc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que c'est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources. Ma foi, rien de bien folichon là-dedans, hein. Comme beaucoup de jeux experts, c'est souvent ces thématiques-là qui ressortent, placement d'ouvriers et gestion de ressources. Mais là, il y a un système de dés sur lequel je vais m'attarder que je trouve très malin. Puisqu'en fait, dans Château Blanc, on va tous jouer avec les mêmes dés. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez lancer des poules de dés qui dépendent du nombre de joueurs. Et en fonction des couleurs de dés et des valeurs, vous allez pouvoir faire différentes actions qui sont représentées sur le plateau ici et éventuellement sur votre plateau personnel. Vous allez avoir du coup à chaque tour des dés qui seront révélés, qui seront lancés, et que vous allez placer de gauche à droite, du plus petit au plus grand. C'est pour ça que là on voit que les oranges, il y a le 2 ici parce que c'est la valeur la plus petite, et le 4 est tout à droite. Pareil ici, les 2, 3, ils sont ici, donc la valeur la plus petite c'est 3, la plus grande c'est 5, et ici le blanc, il y a des dés qui ont déjà été pris, donc la plus grosse valeur c'est 6. Vous voyez que sur les différents emplacements ici, dans lesquels je ne rentrerai pas dans le détail pour les actions, qui vous permettent notamment de récupérer des ressources, en fait vous avez une valeur qui est indiquée ici et qui est la valeur minimum. Vous pouvez la dépasser, il n'y a pas de problème, mais c'est la valeur minimum pour faire l'action. Donc vous prenez un dé de n'importe quelle couleur et vous le placez sur l'action indiquée. Vous prenez certains dés de n'importe quelle couleur, mais les emplacements vont également être régis par des couleurs qui sont placées aléatoirement lors de la mise en place. Donc en gros, là ici, vous avez 3 emplacements. Si vous prenez un dé de valeur 3 ou plus blanc, vous avez accès au premier emplacement ou au dernier. Par contre, s'il est orange, c'est que celui du milieu. Et les actions changent en fait. C'est vraiment un jeu dans lequel en fait, la mise en place va beaucoup augmenter la rejouabilité parce que la mise en place est totalement aléatoire, mais après il faut s'adapter durant le jeu. Et cette mise en place là va très peu changer durant le jeu. Ce qui est cool, c'est que si je prends un dé par exemple de valeur 5 et que je le place sur un dé qui exige au moins 3, je pose mon dé de valeur 5 et je fais l'action en fonction de la couleur. Si un joueur veut se placer dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il doit jouer un dé de valeur supérieure à la nouvelle valeur, donc à la mienne. Donc en mettant un dé de valeur 5, elle passe de 3 à 5, et du coup, si un joueur veut jouer sur cette action-là, il est obligé de passer au-dessus de 5. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça crée beaucoup de blocage et d'interaction. C'est souvent le reproche qu'on peut faire dans des jeux où il y a du placement d'ouvriers, c'est que souvent, c'est je me place et je bloque et c'est tout. Et il n'y a pas de twist pour se dire « Ah, mais est-ce que je pourrais me déplacer pour… » Là, au moins, il y a la possibilité de. Mais il faut prendre en considération que parfois, vous prenez un dé pour sa valeur et pour sa couleur, et si en plus on peut embêter les voisins, c'est d'autant plus intéressant. Of course. Durant la partie, en fait, on aura 2 pistes. Il y a une piste qui permet d'augmenter. Il y a les pistes de points de victoire, en gros, il y a les pistes d'honneur, et plus vous montez dans l'honneur, plus vous pourrez aussi engranger des points de victoire. Vous aurez une espèce de progression aussi d'envoyer des ouvriers soit dans les temples, soit vous allez les envoyer dans les casernes. Et les casernes permettent de multiplier le gain de points de victoire, plus vous avez de guerriers dans les casernes. Pour les moines, en fait, vous allez pouvoir les faire avancer sur les différents emplacements, et plus vous êtes haut dans l'échelle, plus vous allez marquer de points aussi. Il y a un truc sur lequel j'avais beaucoup joué dans la première partie, c'est les jardiniers. Les jardiniers sont intéressants parce que vous allez les placer justement dans les jardins, et lors de la fin d'une manche, vous allez pouvoir gagner des bonus supplémentaires par jardinier que vous aurez en fait dans les différentes zones près des ponts. Et ce que j'aime encore plus, c'est que vous serez tenté par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure de prendre des grosses valeurs, mais en fait les petites valeurs, elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles vous permettent d'obtenir immédiatement un gain qu'on appelle de lanterne, et ça vous renvoie à votre plateau personnel, parce que les cartes, un peu comme un deck building, comme un engine building, vous allez les placer sous votre plateau, ça va créer des ressources qui seront gagnées lorsque vous activerez la lanterne. Et donc il y a des combos hyper bien à faire. En prenant un dé, je prends le plus petit, je fais mon combo de lanterne, je le place sur un emplacement qui fait la lanterne, donc j'ai activé 2 fois ma lanterne, donc 2 fois plus de ressources, et ça peut vous permettre de prendre l'avantage sur les autres joueurs. Je vous conseille vraiment ce genre de jeu parce que c'est facile à transporter. Quand vous l'achetez, vous êtes content quand vous ouvrez la boîte parce qu'il n'y a pas d'espace, et on ne vous dit pas « Ah, prochainement il y aura une extension, il faudra remettre 30 €, et après il y a la deuxième extension, il faut remettre 30 €. Et vous dites « Je peux pas avoir le tout » Là, si vous l'avez. Et combien ça, le je trouve ça prix ? très efficace. C'est pas très cher puisqu'il est seulement à 35 €. Mais ouais, un jeu expert à 35 €, c'est quand même très agréable. Très agréable. Hyper bien édité. On continue dans les jeux experts. Avec un jeu pas mal. Pas ouf. Un jeu ok, on va dire. Honnêtement, si Antoine ne l'avait pas mis dans ses coups de cœur, je l'aurais mis. Pour vous dire, ce jeu, j'ai vu la boîte, j'ai fait « Oh là, Skijo, il a du challenge là, attention. Hein, » Oh, non, je ne peux pas te laisser dire ça. C'est magnifique. Planet Unknown, alors pour moi, il n'y a rien qui va sur le papier. C'est un jeu de pose de tuiles. Science-fiction, ça ne m'intéresse pas. L'illustration, est-ce qu'on peut parler d'illustration ? Je ne sais pas, je pense qu'on peut mieux faire sur Canva. Mais c'est jouissif, as possible. C'est vraiment... Moi, je trouve ça plutôt... C'est un méga jeu. Moi, je trouve que c'est un super jeu. C'est trop bien. Et surtout, il y a plein de rejouabilité dans ce jeu, une rejouabilité infinie. Pour vous dire, Planet Unknown, il était en lice sur le Spiel, le Kenner Spiel avec Iki et Challengers.
Je déteste Challengers. Et pour vous dire, c'est Challengers qui a gagné en Kennerspiel. Ce jeu aurait dû gagner le Kennerspiel, je pense. Oui, qui par défaut, mais bon. Mais ça, honnêtement, c'est tellement addictif, c'est incroyable. Pour vous faire simple, chaque joueur va recevoir un plateau, comme ceci, de planètes. Et vous avez le choix à chaque fois, donc vous verrez, il y a de l'asymétrie, mais de base, ça c'est la planète que tout le monde va jouer au début parce que c'est plus simple. Mais on peut jouer avec la partie, l'asymétrie, où là ma planète aura une règle particulière. Et chaque planète du coup est différente. Il y a une dizaine de plateaux, 8 plateaux. Quelque chose comme ça, oui. Voilà, on a la même chose parce que chaque joueur aura une planète, mais aussi une corporation qui sera toujours composée de 4 pistes. Mais là vous avez la corporation de base. 5 pistes, monsieur. 5 pistes, pardon, je ne sais pas compter. 5 pistes. Corporation de base, mais évidemment on peut jouer avec le côté asymétrique avec la Groupe Horizon qui est une autre corporation, toujours avec les mêmes 5 pistes mais pas les mêmes évolutions et surtout pas les mêmes technologies. On va avoir un magnifique plateau fromage pour vos apéros. C'est une station orbitale, monsieur, s'il vous plaît. C'est Suzanne, exactement. Exactement. Un plateau fromage dans lequel on pourra mettre des petites olives, des petites cacahuètes, non pas du tout. Donc un super plateau qui tourne. Magnifiquement bien édité, qui vous permettra de ranger vos tuiles et surtout autour duquel on va placer des petits marqueurs qui indiquent en fait ce que les joueurs vont pouvoir prendre. À chaque tour, la mécanique est méga simple et c'est en simultané. Le premier joueur choisit l'ensemble de tuiles qu'il veut parce qu'en fait on le voit et on le voit ici à la caméra. Ah bah tiens, le premier joueur c'est ça. Voilà, je suis premier joueur. On le voit à la caméra, ça c'est un ensemble de tuiles. Donc en fait, moi je vais choisir en face de moi, donc mettons je suis joueur rouge, je vais dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je prends des petites cacahuètes, hop. Voilà, moi je prends cet ensemble-là, donc je choisis l'une de ces deux tuiles-là, par conséquent, et je la place sur mon plateau. Je ne rentre pas trop dans les contraintes de pose, parce que sachant qu'il y en a très très peu, mais je prends une tuile et je la pose. Les autres joueurs, eux, sont contraints, en phase 2, de prendre l'un des ensembles qui leur fait face. Donc ils vont choisir l'un des deux, et lui va choisir l'un des deux. Donc c'est méga simple, parce qu'à mon tour de jeu, je vais m'imposer à moi des tuiles, mais je vais aussi les imposer aux autres. Et ça, c'est cool. C'est ce qui vous donne envie de regarder un peu ce dont les autres ont besoin pour ne pas le leur donner. Quand je récupère une tuile, je vais pouvoir la poser sur mon petit plateau. Il faut juste, pour la première tuile, la poser en périphérie de votre planète, et pour les autres tuiles, en fait, il suffit juste de les poser adjacentes à n'importe quelle autre tuile, on s'en fiche. Exact. Il faut juste que ce soit adjacent orthogonalement, évidemment. Quand je vais poser des tuiles, les tuiles sont toujours composées en fait de deux couleurs, deux symboles, qui se représentent sur les pistes. Donc là, en prenant cette tuile-là, je la pose, j'ai un symbole de technologie et un symbole de biomasse. Je vais donc avoir un curseur qui va me permettre de monter. Je monte un dans la biomasse et je monte un sur la technologie. Alors, très rapidement, là vous avez une piste en noir de Civ qui vous permet d'aller chercher des cartes qui vous font des petits bonus. Ça, c'est pas négligeable. Plus vous montez, plus vous aurez accès à des civilisations qui sont beaucoup plus intéressantes. La piste d'eau, qui elle est la seule contrainte de pose, c'est que si vous recouvrez de la glace avec de l'eau, vous allez pouvoir augmenter sur la piste et uniquement lorsque vous recouvrez de la glace. Et ça va vous faire des points de victoire, plus que sur les autres pistes. La biomasse permet de récupérer des petits jetons qui font une seule case. Ça vous permettra de mieux compléter votre planète, ça vous rapporte des points en fin de partie. Ici, on a la piste rouge qui sont les rovers. Vous avez des petits rovers, vous allez pouvoir déplacer grâce à cette piste de rovers. Ils sont trop bien les petits rovers, regardez-moi ça. Ils sont très jolis, magnifiques. Ouais, il n'y a pas le son avec, mais on peut l'ajouter quand on veut. Ici, on a un petit rover, ça vous sert à quoi à les déplacer? À récupérer des kits de survie qui vous font des points de victoire en fin de partie si vous les collectez. Vous pouvez les écraser, mais dans ce cas-là, vous les perdez. Mais ça sert aussi à récupérer des météorites. Pour 3 météorites, je gagne un point de victoire. Vous verrez que ça sert aussi à ne pas en perdre, entre guillemets. Et enfin, la dernière piste, c'est la piste de technologie. Plus vous avancez, plus vous aurez accès à des bonus qui vont permettre de contourner les règles. Exact. Notamment, le premier bonus, c'est de ne plus prendre en compte l'adjacence des tuiles. Donc c'est génial, vous prenez une tuile, vous la posez où vous voulez. Quand vous augmentez les fois sur les pistes, il y aura un petit côté pour ceux qui aiment bien tréfuter, ce côté d'enchaînement parce qu'il y a des bonus que vous gagnez qui vous permettent de faire d'autres progressions. En fait, je progresse. Boule de neige. Exactement. Donc je progresse sur la biomasse qui me dit le bonus c'est de progresser sur une autre piste. Ok, je progresse sur l'eau. Ah c'est marrant, je gagne encore le bonus de progresser sur une autre piste. Donc je progresse. Ça c'est agréable. Et il y a ce petit côté boule de neige qui est vraiment très sympa. À la fin de la partie, vous aurez complété votre planète. Alors, comment se passe une fin de partie? Si jamais j'arrive à un moment où je veux prendre une tuile et que je ne peux pas la placer, ça enclenche la fin de la partie. Donc du coup, je gagne quand même les bonus, mais je ne place pas ma tuile et j'annonce à tout le monde que c'est la fin de la partie. À la fin de la partie, vous gagnez des points par rapport à l'augmentation de vos pistes. Vous gagnez des points si vous avez récupéré des météorites. 3 météorites font 1 point. Vous récupérez des points pour les kits de survie et surtout, vous récupérez des points quand vous aurez complété, pour chaque ligne et colonne que vous avez entièrement complété, ou il n'y a pas de météorite. Et oui. Parce qu'une météorite annule les points de victoire que vous gagnez. Et ça va bien vous embêter. Mais dans ce cas-là, je prends jamais de météorite. Oui, mais les meilleures tuiles, les tuiles que vous voulez absolument, en tout cas c'est toujours ça dans mes parties,
il y aura toujours des météorites dessus. Donc vous dites, bah, c'est pas grave, on a le choix progresse sur le entre deux. rover. Oui, si je progresse sur le rover, je progresse pas sur les techs qui me permettent de contourner les règles. Et je peux pas progresser sur les cives qui me permettent d'avoir des bonus qui sont très intéressants. C'est un mélange, de dilemmes, de petits, comment on peut appeler ça, de ce côté un peu Tetris, on a envie de tout optimiser, mais on peut pas tout faire, mais on sait qu'on peut le faire. On peut rajouter à ça, si on le souhaite, des objectifs perso. Yes. On peut aussi rajouter des objectifs communs qui sont entre les deux joueurs. Oui, bah eux ils sont là de base. Et vous allez me dire, ok, mais à deux ça marche comment? Mais ça marche très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Impeccablement bien, pas de souci. À deux, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'en gros, vous n'imposez rien, c'est à chaque tour, ça tourne et vous prenez ce qu'on vous On préférera à partir de 3. À partir de 3, il y a vraiment une sensation de je lève la tête et je dis, ok, comment je peux vous embêter? Ok, je pense que ça t'embête. Ok, ah, l'objectif c'est ça, ok, parfait. C'est parfait. Ce jeu est incroyablement cool. Il est édité un peu bizarrement, je trouve, parce que on peut faire un taf en termes d'illustration qui est très cool, mais certains diraient oui, mais si on avait trop mis des petits agencements comme ça, si on avait un peu trop chargé un peu le graphisme, on aurait perdu en lisibilité. Moi, c'est ce que je pense. Ben, c'est très lisible. C'est hyper lisible. C'est propre, c'est très bien édité. Et en termes de rejouabilité, vous faites ce que vous voulez. On vous donne ça. Et vous dites, ah bah moi je vais jouer, c'est quoi ma planète de l'autre côté? Oh non, les relous, celle-là, Arashi, ça me saoule. Je vais jouer comme ça. Par contre, derrière j'ai quoi? Oh, j'ai la Corpo Group Horizon. Bah vas-y, je joue comme ça. Et moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai 4 rovers, là vous n'en avez que 2. Et ben bien fait pour vous. C'est, je trouve, génial comme jeu. Cerber, j'ai joué dessus, c'est horrible. C'est pas l'une des pires, mais c'est un peu... Ouais, c'est casse-tête. On est quand même devenu pas mal accro au jeu, hein, faut le dire, vraiment. Il est sur BGA. Il est sur BGA. J'ai fait beaucoup de parties sur BGA parce que je trouve ce jeu hyper addictif. Ouais, bah je joue à BGA plus que pour ça en ce moment, personnellement. Vous pouvez retrouver la vidéo des coups de cœur 2023 d'Antoine. Allez la regarder, puisque celle d'Alex. On est en train. Non, pas du tout. La mienne est mieux. Voilà. Bravo et merci à Origame d'avoir proposé ceci en France. On sait que c'est Copla qui bosse chez Origame, qui a énormément porté le jeu sur ses épaules. Copla, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Et ben bravo à elle et puis à toute l'équipe. J'ai pas du tout précisé. Hein, c'est un jeu à partir de 10 ans. On peut y jouer un peu en dessous, mais c'est à partir de 10 ans. C'est pour 1 à 6 joueurs, donc il y a un mode solo. Et ils mettent 60 minutes environ la partie. C'est effectivement ça. Et c'est un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg. C'est important. Voilà. On a un petit jeu par là-bas pour terminer. Après, je passerai de l'autre côté. Quel, le petit jeu là où il y a la petite offre placardée au mur. Voilà, par ici. C'est celui-là? Ceci, monsieur, exactement. Ok, donc là on a une offre en ce moment. Quand vous achetez 2 Similo, ben vous avez le deuxième à moins 50%. C'est pas mal. C'est plutôt cool. Et vous allez dire, ouais, mais bon, les Similo, je les ai tous. Non, pas le dernier, ce n'est pas possible. Vous ne l'avez pas encore. Et pourtant, vous devriez l'avoir parce que c'est une super licence. Le Similo, Seigneur des Anneaux. Voilà, que dire de plus? Si vous ne connaissez pas Similo, bah, ça peut être un moyen de vous lancer dans l'aventure Similo. C'est un jeu très accessible de déduction, où en fait on va avoir un joueur va avoir un personnage à faire deviner à un ou plusieurs autres joueurs. Il regarde la carte, mettons je pioche Gandalf, je dois faire deviner Gandalf. Je le mélange avec 11 autres cartes, je fais un carré face visible de 12 personnages. Parmi les 12 personnages, il y a donc Gandalf que je dois vous faire deviner. Je pioche 5 cartes de personnages et à chaque tour, je vais jouer des cartes. L'orientation des cartes que je vais jouer va vous donner des indices. Quand je joue une carte verticalement, ça veut dire qu'elle a un lien avec la carte que vous cherchez. Quand je la place horizontalement, c'est qu'elle n'a pas de lien avec la carte que vous cherchez. On joue un premier tour, vous éliminez une carte. Deuxième tour, vous éliminez 2 cartes. Troisième tour, 3 cartes. Et au fur et à mesure, on essaye d'éliminer toutes les cartes pour qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Et dans mon exemple, c'était Gandalf. Super simple à expliquer. On peut mélanger les boîtes de la gamme, ce qui fait que c'est trop cool. On va pouvoir par exemple se faire un petit mix en mélangeant la boîte Seigneur des Anneaux qui vient de sortir avec pourquoi pas Harry Potter, les personnages historiques et les animaux sauvages. Et vous allez vous faire un super combo. Vous allez vous demander qui d'une girafe ou de Frodon ressemble le moins à... Balrog. Oh, waouh, génial. Ok, et on passe à la suite. Et bienvenue dans le moment de la vidéo où on n'a joué à aucun jeu dont je vais vous parler durant les 5-10 prochaines minutes qui arrivent. On va essayer quand même de vous en parler du mieux possible. Nous allons commencer avec Obsession, et je pense que c'est celui auquel j'avais le plus envie de jouer, quoi qu'il y en a 2-3 qui me hype quand même, mais bref. Notamment de par sa thématique, qui moi me donne vraiment trop envie de jouer en fait. Je pense que le jeu ça aurait été n'importe quoi avec cette thématique, je veux y jouer. Et ben, derrière en plus de ça on a un bon gros jeu expert, c'est un énorme morceau, c'est édité par Super Meeple, donc c'est super bien édité. C'est un jeu de Dan Lagan et donc je vous parle de cette thématique qui nous donne si envie. Quelle est cette thématique? Eh bien nous allons jouer des familles d'aristocrates dans l'Angleterre victorienne. Vous pensez Orgueil et Préjugés, Chronique des Bridgerton, on va être dans cette
ambiance-là. Et donc, que font des familles d'aristocrates? Eh bien, nous sommes très oisifs, forcément, et donc il va falloir qu'on organise des petites activités, des réceptions, on va aller organiser du tennis, etc. Bref, du croquet, et on va aller inviter des personnes le plus prestigieuses possible, puisque ça va nous rapporter du prestige. Leur prestige va rayonner sur vous. Et plus on a de prestige, et plus on peut inviter des personnes prestigieuses, et ainsi de suite. Et donc, le truc, c'est que ces invités très prestigieux, ils ne viendront que si vous leur proposez des activités prestigieuses. Il y en a qui vont dire, ok, moi je veux bien venir, mais quand même, il faudra tel type et tel type de majordome pour s'occuper de moi, sinon je viens pas. Donc, il faudra recruter vos majordomes. Il y a différents types de majordomes. Alors, je dis majordome, oui, comprenez femmes de chambre, bref, il y a probablement un nom très précis pour ça que je n'ai pas du tout en tête, puisque je ne suis pas du tout un aristocrate de l'Angleterre victorienne, vous l'aurez remarqué. J'aurais aimé pouvoir vous en dire plus sur la thématique, sur la mécanique de jeu. On a lu les règles, on a attaqué la lecture des règles, mais pas en entier, figurez-vous, puisqu'il y a tellement de jeux que nous n'avons pas le temps, mais j'y reviendrai très prochainement, et j'espère avoir le plaisir de vous dire dans une prochaine vidéo que nous y avons joué. En tout cas, niveau critique, de manière générale, il a vraiment le vent en poupe. Hein. Oui, il est tout à fait. Très 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 reconnu dans les jeux experts du moment. Je dis du moment. En France, aux États-Unis, il est déjà sorti depuis quelques années, donc il jouissait quand même déjà d'une certaine aura. Et a priori, c'est pas pour rien du tout. On va jouer pas du tout, je dis n'importe quoi ce soir, mais j'aimerais en fait jouer, c'est pour ça. On va vous parler de Flip Town. Alors là, pour le coup, j'ai eu presque l'opportunité de faire une partie en entier, mais bon, pas suffisamment pour pouvoir dire que j'y ai joué. C'est un jeu de cases à cocher, c'est un jeu de Steven Aramini, oui, c'est un nom qui ne nous est pas inconnu, et Naomi Farrell. C'est un jeu dans une ambiance western, comme ce code couleur, cette charte graphique orange-rouge peut vous le laisser deviner. C'est un jeu dans lequel on va chacun avoir un énorme plateau effaçable avec tout un tas d'informations, et on va avoir un paquet de cartes, parce qu'elle va se jouer avec un paquet de cartes. C'est un jeu qui se jouera super bien en solo, et on peut jouer jusqu'à 4, tellement bien en solo que chez nous, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas à long terme l'installer au rayon solo, parce que je me dis que c'est quand même vraiment une très bonne proposition, ça n'empêchera pas d'y jouer à plus nombreux. C'est un jeu dans lequel on va donc avoir sa propre fiche, on va y cocher des petites choses grâce aux cartes que l'on va tirer et essayer de faire plus de points que les autres joueurs. Donc en gros, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien à chaque manche, nous allons tirer 3 cartes, ce sont des cartes classiques de poker. Je dis classiques, ceci dit, elles sont plutôt jolies, elles sont un petit peu stylisées, comme les bicycles qu'on peut vendre à la boutique par exemple. Et donc, il va y avoir 3 cartes de tirer, et vous allez choisir de faire des choses avec ces 3 cartes. Il y a une carte que vous allez choisir pour son symbole, hein, en gros. Donc est-ce que ça va être trèfle, cœur, etc. Eh bien, suivant ce que vous choisissez, ça va vous emmener dans une zone de votre plateau. On voit par ici, par exemple, que nous avons le trèfle. Eh bien, sur mon plateau, il y a une zone qui est liée au trèfle, c'est la ville. Il y a d'autres zones qui permettent de faire d'autres choses sur votre plateau. Là, vous allez un petit peu penser à des jeux comme, par exemple, les vraiment tréfutés, tréfutés à la puissance 4, etc. Puisque eh bien, les zones sont très asymétriques, mais surtout, les zones vont se répondre l'une à l'autre. C'est-à-dire que là, dans la ville, je vais pouvoir débloquer des bonus qui me permettront d'aller cocher dans les autres zones. Ici, dans la ville, eh bien, on va pouvoir aller dans différents petits lieux, différentes petites maisons à visiter, et dans ces petites maisons, il y a différentes choses à faire à nouveau. Donc c'est là où il y a le plus de fourmillement finalement dans la ville. La deuxième carte, eh bien, elle va vous donner la valeur, et sa valeur va vous permettre de cocher quelque chose de bien précis dans la fameuse zone que la première carte vous indique. Ces valeurs, eh bien, vous permettent de faire tout un tas de choses. Et la dernière carte, eh bien, la carte de poker, vous allez la stocker dans votre zone ici de poker. Donc admettons la troisième carte, hein, celle qui ne nous a ni servi pour la valeur ni pour le symbole, la couleur. Admettons c'est, j'en sais rien moi, un 3 de carreau. Eh ben, je vais entourer le petit carreau, je vais marquer 3, et je sais que j'ai stocké cette carte dans ma main. Dans ma main de quoi? Dans ma main de poker, parce qu'en fait, en chaque fin de manche, on va regarder votre combinaison de poker, celle que vous avez réussi à constituer, et elle vous fera marquer plus ou moins de points. C'est un jeu où on est vraiment dans son coin, parce que là, on pourrait se dire, ah super, je vais comparer ma main de poker aux autres joueurs pour voir qui a la plus forte. Non, non, non. En fait, simplement, vous regardez ici votre combinaison et vous faire marquer tant de points.
Il y a d'autres actions, comme je vous l'ai dit. Par exemple, il y a possibilité d'attaquer la diligence. Diligence, il y a un côté un peu prise de risque. Vous pouvez choisir de juste voler une poule au voisin. Bon, là, normalement, vous allez tirer une carte en gros qui va vous donner une valeur qui va s'additionner avec la valeur que vous avez. Donc normalement la poule ça vous posera pas trop problème. Par contre si vous décidez d'attaquer la diligence ça va être un peu plus compliqué. Donc bon il y a deux cas de figure, soit ça passe et vous avez des gains mais vous allez augmenter quand même un petit peu sur la recherche, soit ça passe pas du tout et là vous avez des gains minimes et vous allez encore plus potentiellement augmenter sur la recherche et c'est pas cool. Pourquoi? Parce qu'à chaque fin de manche eh bien pareil on va tirer des cartes, il y a un petit côté un peu random pour voir si le shérif vous en veut et s'il vous traque et ça vous en coûtera. Une autre zone par exemple du plateau, ça va être la mine dans laquelle on descend. Il y a différents chemins dans la mine qui vous donnent accès à différentes zones dans cette fameuse mine qui vont vous donner bien sûr différents bonus et vous allez essayer de vous adapter pour faire les meilleurs combos possibles. Il est à noter que le jeu arrive avec sa petite extension, les faubourgs. Nous allons décaler par ici. On arrive chez Maps of Mystera de chez Sit Down, un jeu de M. Bossu, T. De Croix et T. Cariate, illustré par S. Puech. Il n'y a que les noms de famille, il n'y a pas les prénoms. C'est un jeu presque... comment dire? J'avais envie de dire c'est aussi un jeu de cases à cocher. Oui, non, parce qu'en fait, il n'y a rien à cocher. Hein. On va construire un plateau. Mais il y a ce côté un petit peu qui vous fera penser, du moins aux sensations des jeux de cases à cocher, puisqu'on va avoir son plateau individuel chacun. Il va aussi y avoir un plateau commun où énormément de choses vont se passer. Donc, en gros, dans Maps of Mystera, on va aller sur ce fameux continent, cette île. C'est une île de Mystera. C'est une île fort brumeuse et on va essayer de la cartographier, tout simplement. On va chacun avoir notre personnage qui va partir de la plage et on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais pouvoir avancer mon personnage. Je vais avoir accès ici à des sortes de petits dominos, en gros. Hein, donc vous avez deux types de terrain à chaque fois. Et autour et sur mon personnage, je vais pouvoir dire que mon personnage observe ceci, ce que j'ai décidé d'observer. Donc admettons, je choisis celui-ci où il y a forêt, montagne. Et bien de mon côté sur mon plateau je vais mettre à côté de là où est mon personnage, donc il y a des coordonnées pour essayer de s'y retrouver comme ceci. On va dire que j'ai choisi la double montagne, hein, même si elle n'y est pas là, mais enfin pour que vous compreniez, j'ai mis la double montagne pour dire j'ai vu deux montagnes côte à côte. Ça aurait pu être un autre personnage qui a vu à un moment ou à un autre ici je sais pas, de la plaine et de la forêt. Bref, on dit ce que l'on observe. Le truc c'est que comme je vous l'ai dit, cette île elle est fort brumeuse. Et donc du coup on n'est pas certain d'avoir vraiment observé ça, donc on va le noter, bon je pense avoir vu ça. Il faut que ça soit observé une deuxième fois, donc à un tour ultérieur, pour que ça soit validé par moi-même ou par un autre joueur opportuniste. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Simplement parce qu'on a des objectifs personnels à réaliser et que ça a l'avantage pour son objectif. Donc a priori c'est moi qui l'ai découvert au début, vu que j'ai choisi la tuile ça m'arrange aussi. Le truc c'est que pourquoi pas ce joueur peut apporter une modification et donc dire oui certes il y a bien une montagne ici mais il y a aussi un lac et du coup la montagne est validée parce que c'est la deuxième fois qu'elle est observée. Mais là où moi j'ai dit qu'il y avait une forêt, maintenant il dit que c'est un lac, donc ma forêt est invalidée. Et si le lac est observé une deuxième fois, il sera validé pour de bon. Et ça, du coup, on va le dessiner. Quand c'est validé pour de bon, on va le mettre, on va le dessiner avec des tuiles. Hein. On va le dessiner petit à petit sur le plateau. Donc au début, elles sont face brumeuse, et quand elles sont validées une deuxième fois par un joueur, elles vont passer face réelle. On va donc faire comme ceci sa petite soupe de points en fin de partie, essayer de répondre au plus d'objectifs possibles. Voilà, et, ils disent des parties d'environ 45 minutes. Ok, c'est juste qu'il y a un petit tuto de 30 secondes, je me suis fait avoir. Oui, je pense que c'est ça. À nouveau, nous n'y avons pas joué. À nouveau, je suis très chaud d'y jouer à ça quand même. Aussi, ouais. Y a un mode solo, ça peut se jouer en solo a priori. Je pense néanmoins, mais on n'y a pas joué une fois de plus, que cette petite interaction de « Ah, t'as vu ça? Non, en fait, t'as pas vu ça. Ici, il n'y a pas une forêt, il y a un lac. » Et les autres joueurs vont vous embêter, vous agacer. Ça, je pense que ça fera vraiment l'intérêt du jeu. Le jeu a un petit errata, il est là, il est scotché à la boîte. Vous ne pourrez pas vous y tromper. Ça me rappelle Alchimiste. Dans Alchimiste, il y avait ça, ce côté où des fois, tu disais ça et ça, ça fait tel truc. Et après, les autres joueurs, ils essayaient de refaire la potion par rapport à ce que tu avais dit. Ok. Qui est bête, lui, il s'est planté, ça fait pas du tout ça. Une pulpe de corbeau avec une patte de grenouille, ça fait pas ça, tu vois. Et ça qui était drôle dans Alchimiste. Ok, voilà. C'est très thématique. Je trouve que ça fait vivre le jeu. Ouais, je trouve que ça donne un côté déduction, mais à travers ce que l'autre a fait. C'est intéressant. Ouais. Trop bien, moi j'ai très envie d'y jouer. On passe à côté. De toute façon, je vais vous dire ça tout du long parce qu'à partir du moment où on n'a pas joué, on a juste envie d'y jouer puisque nous sommes des gros curieux, hein, tout simplement.
l'extension des ruines perdues de Narak, la mission disparue. Et là, s'il y a quelqu'un qui a vraiment très envie d'y jouer parmi nous deux, c'est surtout Alex, parce que Narak, c'est quand même un de tes jeux préférés, hein, Oui, je pense qu'on tout peut à dire fait. ça. Et à juste titre, c'est vraiment très cool. Un jeu de ces Che Games à la base, et donc eh bien, édité et distribué en VF par Yellow dans cette très belle gamme expert, donc ils n'ont pas à rougir. Elle est franchement impeccable, cette gamme expert. Tous les ans, ils arrivent vraiment à nous surprendre. Que rajoute-t-elle? Alors des choses un peu basiques, des nouveaux Bien sûr, des temples, nouvelles cartes, des nouveaux chefs d'expédition. Alors basique, c'est néanmoins très cool, hein, quand on sait que les chefs d'expédition du coup peuvent être asymétriques. Oui. Des nouvelles cartes, d'artefacts, etc. Mais surtout un mode coopératif que vous allez pouvoir donc jouer jusqu'à 4 joueurs en coopération et dans une campagne avec des embranchements. Ça c'est génial parce que c'est une campagne que vous aurez plaisir à refaire, mais surtout un mode solo. Alors, le mode solo de base de Narak, Oui, il tient la route, franchement il tient la route. c'est sûr. Mais c'est vrai que j'avais quand même moi préférence à jouer contre d'autres joueurs. Et là je me dis ok, la campagne, en cas de coup dur, je sais que je serais très curieux de la faire et pourquoi pas de la refaire pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre avec ce côté rejouable et donc une histoire. Hein, il va y avoir un aspect narratif avec un petit livret et tout. Et j'adore quand ils mettent ça sur la boîte parce que là, hop là, ils vont vous lister tout ce que je viens de dire et bien d'autres surprises. Et hop là, avec des petites images, on sait pas ce que c'est, on a envie de savoir. Ils sont très très forts chez Yellow. C'est là où du coup ce jeu devient très narratif. Allez, on passe à la suite avec Monde Marin. Une extension pour Ark Nova, un jeu Feuerland et donc du coup Super Meeple chez nous. Un jeu de Matthias Wig, le jeu expert qui a fait parler de lui l'an dernier, Oui. qui est monté dans les top ventes de jeux experts l'an dernier et qui s'y est quand même relativement maintenu cette année. Alors c'est toujours délicat pour les jeux experts de se maintenir en termes de vente, puisque ce sont souvent les jeux familiaux qui vont tenir dans le temps. En général, les jeux experts, les joueurs experts vont un petit peu se ruer dessus quand il y a une petite hype dessus. Alors là, il y avait eu une hype monstrueuse. Et forcément, au bout d'un moment, tous ceux qui ont voulu y jouer, y ont joué, mais c'est des jeux sur lesquels on a plaisir de revenir. Ark Nova en fait vraiment partie parce qu'il a une multitude de possibilités via son système de cartes, de combos de cartes, qui fera penser à Terraforming Mars. Oui, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde qu'on fasse le rapprochement, mais franchement, je trouve qu'il se fait et plutôt dans le bon sens, de manière positive, puisque le jeu, en plus de ça, est suffisamment différent quand même. Et il a vraiment sa petite saveur à lui. On va construire son propre parc zoologique. Et bien désormais, ici, vous allez donc pouvoir y mettre, spoiler, les animaux marins, avec de nouveaux types d'enclos, donc forcément avec de nouveaux icônes, de nouvelles conditions de pose, des nouvelles formes, tout simplement. Et bien sûr, 119 cartes, pas moins que 119 cartes. C'est juste dantesque, c'est vraiment très très cool. Alors, des animaux marins en grande majorité, mais pas que. Et puis, je pense que si vous commenciez à vous lasser un peu de votre Ark Nova, ce que je ne comprends qu'à peine, et ben là, vous êtes reparti pour un tour, mais bien comme il faut. Hop là. Voilà donc pour les extensions. Et on va terminer avec Evil Corp, un jeu de Jérémy Ducré, illustré par Jib et Olivier Deroutot par la boîte de jeu. Jérémy Ducré que l'on connaît pour Daimyo exactement, qui était également chez la boîte de jeu. Un jeu donc relativement accessible, ils disent à partir de 12 ans, effectivement, je suis assez d'accord, voire même à partir de 10 ans, franchement, si vous avez des enfants qui ont cet âge-là, qui sont quand même habitués un petit peu aux jeux de société, ça posera pas du tout problème. Un jeu de 45 minutes, plus ou moins, vous allez voir qu'il y a quand même un côté un peu ping-pong qui fait que le jeu va effectivement être très très fluide. C'est un jeu dans lequel on va jouer des super méchants, alors pas de super héros, mais vous pensez des gros démons pas sympas. Et que font les gros démons pas sympas? Ils vont aller embêter les êtres humains dans leur village parce que c'est rigolo. Enfin, je pense. Moi, si j'étais un gros démon pas sympa, je pense que je trouverais ça rigolo, personnellement. On va donc essayer de mieux terroriser les êtres humains, en gros. Ça vous fera marquer des points, il faudra faire plus de points que les autres joueurs. Il y a un système de tir à la corde, comme ceci, qui va marquer votre progression, justement. On va avoir chacun, comme ceci, un petit sachet, un petit sac en tissu dans lequel il va y avoir des tuiles. Ces tuiles représentent nos sbires que l'on va aller envoyer dans les fameux villages humains. C'est donc un jeu de back building puisque au début on a les mêmes monstres dans notre sac, mais il y a un marché dans lequel on pourra donc aller acheter moyennement des pièces d'autres démons, monstres morts-vivants, sorcières et autres, que l'on va mettre dans son petit sac en tissu et qu'on pourra potentiellement piocher plus tard. Quand on va aller piocher un monstre, on va aller le poser sur l'un
des emplacements disponibles. Alors suivant le nombre de joueurs, il y aura plus ou moins de plateaux. Il y a notamment une configuration à 3 qui est intéressante, où il y aura 3 plateaux et donc vous allez partager un plateau avec votre voisin de droite et l'autre avec votre voisin de gauche. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup il va y avoir plein de petits tirs à la corde dans tous les sens. Et donc ces petits tirs à la corde, c'est très sympa. J'ai adoré le pion, il m'a bien fait marrer. C'est un espèce de paysan comme ça, d'humain en train de fuir. Bon, le petit souci du détail souvent dans le matériel chez la boîte de jeu. Et là pour le coup, il y a vraiment une bonne ambiance de déconnade, pas prise au sérieux avec cette thématique. Vos personnages, donc, ils vont avoir une force, c'est la force à laquelle ils vont effrayer les êtres humains. Souvent, ils vont avoir des petits pouvoirs, ils vont vous rapporter des pièces, ils vont pouvoir, ils vont vous permettre d'aller récupérer plus facilement d'autres choses, potentiellement de rejouer. Je ne sais pas, on n'a pas eu le temps d'y jouer, donc là, je suis en train d'inventer des pouvoirs. En fait, j'en sais rien. Je veux juste les découvrir, tous ces pouvoirs de personnages, puisque souvent, en plus, ce qui fait l'intérêt d'un jeu de backbuilding, bah, ça va être d'avoir plein de personnages avec plein de pouvoirs différents. Et pour le coup, on a vu le matériel, même si on n'a pas eu le plaisir d'y jouer. Effectivement, des petits monstres comme ça, il y en a plein. Donc on a juste envie en fait de faire plein de parties pour les découvrir, pour voir tous les petits combos qu'il est possible de faire. Voilà, un jeu relativement accessible avec une thématique assez fun et qui n'a pas l'air d'oublier d'être un jeu de stratégie à part entière. Est-ce qu'on est bon au niveau batterie, tout ça? On peut enchaîner un petit peu. Bah allez, on se chauffe. Hop là, avec le petit Motu, il était caché le pauvre. Hop là. Motu, hop là, qui était quand même à côté de Forimix. Les deux sont distribués par Novalis. Coucou Novalis. Forimix, souvent toujours aussi bien, ça me fait plaisir parce que je l'avais mis dans mes petites recommandations. Bref, Motu. Un jeu de Scott Ames, un jeu qui ne un nom qui ne nous est pas inconnu non plus. Et Olivier Danchin, alors est-ce que c'est le co-auteur, est-ce que c'est l'illustrateur? Je dirais plutôt que c'est l'illustrateur, mais je ne peux pas normalement, il y a toujours dire à 100%, mais là non. Un jeu Ghost Dog, un jeu pour jouer de 1 à 6 personnes à partir de 9 ans, c'est pas souvent qu'on voit à partir de 9 ans, c'est plutôt 8 ou 10 d'habitude, pour des parties de une demi-heure environ. Oui, effectivement, c'est un jeu qui va aller assez vite, c'est un jeu qui va quand même en contrepartie énormément se renouveler. Le dos de boîte n'était pas ce que j'espérais en termes d'information. Eh ben, c'est pas grave, on va essayer de vous en parler du mieux possible. Ok, donc c'est un jeu dans lequel on va construire chacun son île de son côté. C'est donc un jeu de pose de tuiles, ces tuiles étant des cartes. Ces cartes, elles vont avoir différentes informations dessus, différents symboles qui vous feront marquer des points selon des critères bien précis. Le truc, c'est que ces critères, ils sont fixe de base dans le jeu. On a un espèce de bloc de score où il y a tous les différents critères. Donc tel symbole vous fait marquer comme ça, tel symbole vous fait marquer comme ça. Par exemple, vous avez les bateaux. Il me semble que les bateaux, ils font marquer des points tant que vous avez moins de bateaux que de poissons. Je pense un truc comme ça, ouais, il me semble. Donc vous allez forcément faire attention toujours aux symboles que vous allez recouvrir, puisque il y a un petit marché. À mon tour, je prends une carte. Cette carte, je dois la poser pour agrandir mon île. Je dois la poser de manière logique, donc la forêt va continuer la forêt, la plage doit continuer la plage, bref, il faut que ça a l'air de matcher, tout simplement. Par contre, c'est pas ce genre de jeu, on va poser bien précisément, comme ceci, de manière perpendiculaire, orthogonale, non. Ici, je recouvre comme je veux, à partir du moment où il y a de la continuité, et je recouvre au moins un des symboles de la carte en dessous. Oui. Et donc je fais du coup apparaître de nouveaux symboles. Et du coup, c'est assez perturbant au début, mais c'est en même temps très fun et très malin. On peut vraiment poser sa carte comme on veut. Et ça va être vraiment très intéressant, parce que parmi les critères, par exemple, il y a des villages, il y a des volcans. Et il y a un des critères, c'est il faut calculer la distance, donc une espèce de petite réglette comme ça, entre le volcan et le village. Et des fois, vous allez vous retrouver vraiment à plier votre carte comme ça, la faire tourner au maximum avec votre petite mesurette, comme ça, vous dire ok, bon, là j'ai gratté juste une case d'écart, mais ça fait gagner les petits points fatidiques. C'est vraiment très très plaisant. Et surtout, ce qui va être intéressant, et ça j'ai trouvé ça très très malin aussi, en plus de ce côté de on place un peu les cartes comme on veut, c'est ce fameux scoring. Je vous ai dit plusieurs moyens de scorer. On va tous les faire, mais c'est vous, individuellement, qui allez choisir dans quel ordre vous allez les faire. Donc en gros, on joue 3 manches. Il y a une manche où vous allez choisir un type de scoring, une manche où vous allez choisir 2, et puis la dernière manche, vous allez en choisir 3, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, sur les 6 manières de scorer. Et c'est vous qui allez choisir dans quel ordre. Donc du coup, vous allez pouvoir, par exemple, très très vite scorer avec... que sais-je moi, les bateaux par exemple, parce que vous êtes bien positionné au début, puis après vous dites super, moi maintenant j'ai scoré avec les bateaux, donc je m'en fiche, donc je vais pouvoir recouvrir un petit peu comme je veux et favoriser l'autre condition de scoring que je pense choisir par la suite. Il y a en plus de ça des conditions individuelles, en gros c'est des sortes de cartes de paris, c'est une carte que je récupère et qui me dit si j'ai tant de tels symboles,
je marque tant de points supplémentaires. Oui. Par contre, si je les ai pas, je vais les perdre. Donc il y a un côté un petit peu pari, ils appellent ça les cartes de destin ou de prophétie, je ne sais plus, il va falloir essayer de les respecter. Du coup, pour résumer, Motu, un petit jeu de pose de tuiles qui peut sembler basique au premier abord, hein, dans un petit format comme ceci, et qui en fait a plein de petites règles hyper malines qui sortent vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, moi, cette idée de pouvoir choisir ce que l'on score et dans quel ordre, je trouve ça vraiment très malin. Ouais. C'est des fois des petits détails comme ça de game design qui font la saveur d'un jeu, et du coup, je pense que Motu a vraiment sa petite saveur bien à lui. Hop, tu me dis, hein, si jamais niveau batterie ou quoi, je me chauffe trop. Hop là, ok. Vampire Village, un jeu de Maxime Rambourg chez Studio H, un jeu pour des parties d'environ 25 minutes. Oui, effectivement, celui-là on y a joué. Oui. Celui-là on y a joué. Là on commence à être dans la zone où on a rejoué un peu au jeu, c'est cool. Pour 2 à 5 personnes, à partir de 10 ans, oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être énoncé. J'adore ce look avec cette typo un petit peu pulp, film d'horreur du milieu du siècle dernier. C'est un jeu dans lequel on est les uns contre les autres, on va essayer de faire plus de points que les autres joueurs. C'est un jeu dans lequel chaque joueur va construire son petit village à chaque manche. On va jouer 2 manches tout simplement, hein. Donc vous allez faire une première construction, il va y avoir des dégâts, vous ferez une deuxième construction. Pourquoi il va y avoir des dégâts? Parce qu'en fait votre village va se faire attaquer par des monstres, des démons, des loups-garous, des sorcières, des vampires. Oui, il y a marqué Vampire Village, mais les vampires ne sont pas venus tout seuls. Et vous allez essayer de leur résister au mieux. Pourquoi? Parce que vous voulez faire des points, et des points vous allez en faire de 2 manières, tout simplement. Première manière de faire des points, c'est les villages. C'est les villageois qui vont être dans votre village, hein, du coup. Villageois qui ne sont pas là de base, hein, donc il faudra leur donner envie de venir en faisant un village attrayant, et pour ça il va y avoir des petites conditions. Mais ces villageois, il faudra surtout les faire survivre. Oui. Parce qu'il va y avoir donc des attaques de monstres, et sur cette case là il y a un petit jeton qui vaut 3 villageois. Si ça c'est détruit, je perds les 3 villageois, donc potentiellement je perds 3 points. Et deuxième moyen de faire des points, vous allez vous faire attaquer par des cartes de monstres que les autres joueurs vont vous imposer, que vous allez leur imposer, que vous allez même des fois vous-même vous imposer, enfin vous allez être obligé de le faire. Ces monstres, si vous voulez neutraliser, eh bien en fin de partie, feront des points supplémentaires. Un monstre, un point, donc c'est quand même intéressant de le faire, d'autant plus que si vous les neutralisez pas, en plus ils vont saccager votre village, donc vous avez quand même tout intérêt à le faire. Comment est-ce que ça se joue rapidement? Eh bien c'est très simple, au début vous allez recevoir une carte de départ, je crois que ici, hop là c'est celle-ci, vous allez faire un espèce de petit draft, vous allez vous drafter les cartes de village, donc draft, je rappelle, j'ai des cartes en main, j'en choisis une, je passe au voisin, je récupère les cartes de l'autre voisin, j'en choisis une, etc. À chaque fois, la carte que l'on a choisie, on va la révéler tous ensemble simultanément. C'est un jeu qui a très peu de temps mort, on va quasiment tout le temps jouer simultanément, et cette carte, on va aller la poser. Et donc, on va drafter 6 cartes, donc il va aller poser 6 cartes supplémentaires, on va donc se retrouver avec un village de 7 cartes. Chaque fois que je vais poser une carte, eh bien, je vais regarder, c'est la tiers des villageois. Hop là, celle-ci, elle me dit un villageois par carte village, ici dans cette horizontale, 1, 2, 3, pim, hop là, 3 villageois. On va aussi s'intéresser à leur positionnement, parce qu'en fait, il va y avoir des défenses. À gauche, vous allez vous faire attaquer par les sorcières, donc vous allez avoir la défense verte, donc vous allez plutôt les mettre à gauche, hein, ces cartes. Au-dessus, vous allez vous faire attaquer par les loups-garous, donc vous allez plutôt mettre des défenses bleues comme ceci, qui sont au-dessus des cartes. C'est très clair, hein, la lisibilité est vraiment très agréable, et sur la droite, on va se faire attaquer par les vampires, forcément, donc on va mettre plutôt les boucliers rouges sur la droite. Vous vous dites, oui, mais les démons, comment est-ce qu'ils attaquent? Les démons, vous ne pourrez pas vous défendre contre, ils sont juste là pour vous saccager, tout simplement. Oui. Les démons, c'est vraiment les cartes pas sympas. Une fois qu'on a construit notre village, eh bien, on va aller récupérer des cartes de monstres comme ceci. Je vais en piocher 3. Je vais en choisir une que je mets chez mon voisin de gauche, une que je mets chez mon voisin de droite et une qui va venir chez moi. Donc on va se retrouver avec forcément 3 monstres. Et du coup, on va révéler ces monstres. Donc là, on va dire qu'on m'a donné ceux-là. Hein. On m'en a donné 2 et l'autre, je me le suis imposé. Ils vont se positionner. Hop là, ici, les sorcières à gauche, les vampires à droite, les démons, il n'y a pas besoin de les positionner, mais s'il y avait des loups-garous, ils seraient venus en haut. Et on va les résoudre dans l'ordre. À chaque partie, on va tirer un ordre de résolution. Donc d'abord, loup-garou, je ne suis pas concerné, puis sorcière, puis vampire. On va calculer leur force. Et ici, c'est rigolo, les sorcières veulent du moins cette carte-là de sorcière, parce qu'elle ne marche pas toutes pareilles, elle vaut 1 point par sorcière chez mon voisin de droite, donc elle peut valoir 0, comme elle peut valoir beaucoup. Oui. Hein, n'est-ce pas, Alex? Tout à fait. C'est pas un petit peu saccager son village à cause de ça. Moi aussi, ceci dit, faut pas que je fasse trop le malin. Ils ont chacun un petit peu leur manière de scorer, donc bon, je vous l'ai dit, les démons vont juste détruire des trucs. Les vampires vont avoir des valeurs brutes,
qui peuvent être assez élevés. Les sorcières vont souvent fonctionner par rapport aux sorcières chez les voisins, et vous allez avoir les loups-garous qui fonctionnent en meute. Donc il y a les loups-garous blancs comme ceci, les loups-garous noirs comme ceci. Un comme ça, c'est 1 point par loup-garou noir. Il se compte lui-même, hein, ce qui fait que si vous en avez 3, 3 x 3, 9, pim et 9, je vous dis dans ce jeu 9 d'attaque, ça pique. On va regarder leur force, on va regarder votre défense. Si leur force est inférieure, pim, le monstre est neutralisé, il va rester là. Il va rester là pour la manche 2, et à la manche 2, s'il est neutralisé aussi, ça fera des points. Par contre, si la force est plus forte, vous allez vous faire détruire un bâtiment, vous allez retirer le monstre le plus faible de la zone donc, qui est en train de vous attaquer, en tout cas du type de monstre qui est en train de vous attaquer, et ensuite ils vont attaquer la rangée suivante. Donc colonne de gauche, colonne de droite, ligne du dessus, et ils vont ronger votre ville comme ça. Et donc on va faire une deuxième manche, on va passer à des cartes de niveau 2 qui vont rendre votre ville plus sympa, mais avec des monstres encore plus forts, et ainsi de suite. Et à la fin, on va un petit peu compter ce qui reste après le carnage. C'est assez plaisant de construire sa petite ville. C'est très plaisant d'aller balancer des monstres chez les autres joueurs et dire tiens, prends ça. Les règles sont vraiment accessibles, 10 ans et plus, je suis complètement ok avec ça. Voilà donc pour Vampire Village de Maxime Rambourg, qu'on voit pas mal ces derniers temps parce qu'il était sur Fluffy Valley avec Théo Rivière, et on les revoit tous les deux là, le petit duo la semaine prochaine. Avec Van Helsing. Dracula contre Van Helsing, qu'on attend pas mal quand même, qui fait bien parler de lui. Bien. Hop, on continue avec Synchro. Alors je vais juste faire un petit changement de caméra. Ça marche, allons-y. Et oui, ce n'est plus Antoine qui va expliquer le prochain. Je me suis fait usurper ma place. Tout à fait. On va vous expliquer ensemble, de toute façon, à chaque fois on va expliquer les jeux à deux, se relayer un petit peu. Ici c'est Synchro. Synchro, c'est un jeu de Thomas Favrelière. Et c'est illustré par Raphaël Samac. C'est un jeu de chez Greux Games, c'est distribué par BlackRock. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, c'est coopératif. 15 minutes les parties, effectivement, puisqu'on y a joué pour le coup. Oui, quand c'est des petits jeux de cartes, on peut. Quand c'est des gros jeux experts, c'est compliqué. Ouais, oui, forcément. C'est à partir de 10 ans, dis-moi. On a dit on fait une partie, ensuite on tourne la vidéo parce que c'était là juste avant de tourner. Résultat, on a fait 3 parties. C'est ça, c'est quand même un peu addictif. C'est un jeu qui va se renouveler dans la gamme des jeux type The Game, The Mind, j'allais dire Focus et Skyteam. Oui, c'est des jeux en fait à communication restreinte dans lesquels on va devoir jouer des cartes de valeur. Ici, les cartes de valeur, ça va appeler des sorts et ils vont servir à vaincre des monstres. Et donc, qui dit sort, qui dit monstre, dit du coup forcément, entre guillemets, campagne, où au fur et à mesure du jeu, vous allez avoir le niveau 1A, 1B, 1C, etc. Puis après, vous allez passer à des niveaux beaucoup plus complexes, avec de plus en plus de contraintes. Au début, il n'y a pas de contraintes. Donc, on va vous expliquer le jeu sans les contraintes. La base, le premier niveau, vous allez construire une pyramide de monstres. Vous voyez, il y a 3 types de monstres. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Plus tard, ça en a. Vous avez les monstres verts, qui sont, je sais plus, des champignons. C'est des champignons tout court, ouais. Là, on a des golems. C'est ça. Et puis les rouges, ce sont des dragons. C'est ça. Nous, on va avoir des cartes en main. Donc nous, par exemple, on était 2, on a 8 cartes en main, mais quand vous êtes, comme beaucoup de jeux comme The Game, par exemple, vous avez plus être nombreux à jouer, moins vous aurez de cartes en main. Forcément. Les cartes que vous aurez en main, il y a des valeurs qui vont entre 1 et 5, et ce qui est cool, c'est qu'il y a une aide de jeu qui vous rappelle le nombre d'exemplaires. Donc il y a 4-1, mais il y a 3-5, il y a 6-3, etc. Ces cartes-là, je les ai en main et je les montre surtout pas à mes alliés. Et avant de commencer à vaincre les monstres, au tout début de la manche, en fait, on va devoir annoncer notre main à 3. Donc à 1, 2, 3, je vais indiquer avec ma main comment je considère, enfin je vais indiquer avec mon poing, comment ma main, comment je juge la valeur de ma main. Et en fait, il y a 3 types. Soit je dis ma main, elle est d'enfer, soit je dis qu'elle est toute pourrie, laissez tomber, comptez pas sur moi, soit je dis que c'est bof. Bon, là, j'ai quand même envie de dire que c'est plutôt bof. C'est bof. Ouais. C'est bof, en vrai. En vrai, c'est bof, j'ai qu'un 5 de 4, donc oui, je vais dire ça. 2, 4, 1, 2, 3, je fais ça. Les autres joueurs vont faire ça, d'autres vont faire ça. Voilà. C'est la seule information qu'on a. Ensuite, chacun notre tour, on va pouvoir jouer une carte sur un ou plusieurs monstres disponibles. Les monstres disponibles, pour ceux qui ont joué déjà à Sunwonders Duel ou à d'autres jeux où il y a des pyramides de cartes comme ça, les monstres disponibles, c'est ceux qui ne sont pas recouverts, ceux qui sont visibles. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2. Le premier joueur sera marqué par cette petite carte-là. Donc si je suis le premier joueur, je suis le premier mage à commencer. Je pourrais très bien jouer cette carte-ci. Vous ne savez pas ce que c'est. Bon, là, je vous le dis, j'ai joué un 5. Je joue un 5 ici parce que je pense qu'on peut le vaincre. Le joueur d'après, qui va être Antoine, par exemple, peut décider de jouer une carte ici ou là. Ou qui va décider de jouer là-bas, par exemple. Un autre joueur va jouer, mettons, il va se dire, bon, ok, je joue là. Et là, du coup, normalement, on a tous joué une carte, donc c'est bon. On va pouvoir ensuite révéler les cartes. Si la valeur, elle est supérieure à la force du monstre, dans ce cas-là, il est vaincu, on le défausse. Parfait. Et les cartes sont défaussées pour le coup. Ici, hop, la valeur est également égale. Elle aurait été inférieure, on aurait tout simplement défaussé la carte la plus faible parmi les cartes jouées.
et le monstre aurait gardé la carte, le reste des cartes s'il y en avait plusieurs. Je prends un exemple, mettons dans ce cas-là, hop, si on avait joué, hop, comme ceci, eh ben on n'aurait pas vaincu le golem, on aurait défaussé la carte la plus faible qui est le 2, mais on aurait laissé le 3 pour la manche d'après. Coup dur. Voilà. Là, en admettant qu'on aurait vaincu celui-ci et celui-ci, hop, et ben du coup, on aurait ce monstre-là à vaincre maintenant. Mais on n'a pas repioché de cartes entre-temps. Donc il va falloir faire avec ce qu'on a. Évidemment, dès le début, sur les premiers scénarios, vous aurez le pouvoir de récupérer des cartes pour en piocher davantage. Comment on fait pour en piocher davantage? Eh ben, c'est justement les petits champignons qui serviront à ça, puisqu'en fait, lorsqu'on va jouer une carte, qu'on va attaquer, on va révéler le nombre de cartes qu'on aura jouées, et sur les petits champignons, vous allez regarder en fait la valeur que vous avez faite, vous la soustrayez par la valeur du monstre, et vous piochez autant de cartes. Donc là, on a fait 6, moins 1 parce que c'est sa force, on l'a vaincu avec une différentielle de 5, donc on va piocher 5 cartes qu'on se distribue entre les joueurs, en commençant évidemment par le joueur qui est le premier joueur en fait. Donc les 5 cartes, ça ferait que 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, tout simplement. Au fur et à mesure de la partie, on va jouer les cartes, on va vaincre des monstres. Si on arrive à vaincre tous les monstres, on a gagné la partie. Si jamais on n'a plus de cartes en main, les joueurs au fur et à mesure n'ont plus de cartes en main et n'arrivent pas à vaincre des monstres parce qu'il en reste, du coup c'est la fin de la partie, on a perdu. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire les niveaux à votre convenance, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder sa progression. C'est-à-dire que vous allez avancer durant le jeu, et puis à la fin de la partie, enfin à la fin de la manche du coup, d'une certaine manche, s'il me reste par exemple 2 cartes, et que ces 2 cartes-là, je peux me dire, je les garde pour la manche d'après, et j'en piocherai autant qu'il faut pour en compléter ma main, mais je garde cette main-là. C'est assez difficile d'anticiper ce que les autres vont jouer. Oh oui. On y a joué à 2, c'était un peu complexe sur les premières parties, on n'était vraiment pas coordonnés. Mais ça marche quand même. Comme son nom l'indique, un peu comme The Mind, en fait, on arrive à se synchroniser grâce à nos erreurs. Je ne sais pas si c'est autorisé, mais quand un joueur fait ça, je ne sais pas si ça veut dire que c'est une bonne carte. Je pense qu'en général, il faut poser une carte sans donner trop d'informations. Oui, complètement. Normalement, on les pose de manière assez neutre. Si vous faites ça, c'est triché. Évidemment, il ne faut absolument pas qu'on sache ce que vous jouez. Mais c'est hyper malin parce que des fois, on sait que si je joue une carte là, tout début de la manche, j'ai dit que j'avais ça, donc ça veut dire quoi? C'est que potentiellement ça c'est plutôt un 3. Et effectivement il a bien vu parce que c'est un 4 que j'ai joué. Mais on est sur un jeu à communication restreinte qui va du coup un peu donner comme ça un vent de fraîcheur sur ces jeux-là, notamment par rapport au fait que je ne vais pas tout vous spoiler sur les contraintes qui s'ajoutent. Il y a plein de choses. Celle de la pioche, mais il y en a plein, il y en a qui vont arriver sur les dragons, sur les golems, il y a des cartes un peu spéciales que je ne vais pas vous dévoiler, mais je trouve ça très original comme type de jeu. Très bonne découverte. Surtout, ça contrecarre pas mal le fait que souvent c'est compliqué de dire aux joueurs, alors vous avez le droit de dire ça, pas ça, ça un peu mais pas trop quand même, abusez pas, mais vous pouvez un peu mais pas totalement. Et là en fait c'est juste ça, ça ou ça, c'est tout. Et après vous vous débrouillez. Je trouve ça très malin du coup. Quelle efficacité. C'est un jeu qu'on sort vraiment avec n'importe qui, en famille, entre potes. Ah ouais, carrément. Vous pouvez discuter en même temps que vous jouez, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, vous perdez pas le fil, c'est très dynamique. Vous allez pouvoir l'expliquer à des gens qui sont pas plus joueurs que ça. Voilà. En vrai, et pour 15 €, j'ai l'impression que quelqu'un qui a joué au Skyjo va pouvoir l'appréhender en fait. Ouais, je pense que c'est une belle proposition pour des gens qui ont joué au Skyjo. Parce que ça commence par un S, ça finit par un O en plus. Bien joué. Tu as changé la batterie, c'est ça? Non, j'ai pas changé la batterie. Eh bien, elle clignote. Elle clignote. Attention, elle clignote. C'est pas grave, on va quand même le tenter. On va y arriver, ça passe, ça passe. J'enchaîne sur Tales on Fire, qui est un jeu de Thomas Sellner et c'est illustré par Maria Ornelas. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, il y a des variantes pour 2 et 3 joueurs, donc je vous expliquerai tout le jeu à 4 et 6 joueurs. C'est un jeu, ça va durer 20 minutes une partie, grossièrement, c'est à partir de 10 ans. C'est pas très compliqué, ça me fait penser un petit peu à des jeux de pli, mais avec une petite originalité. C'est que lors de la mise en place, vous aurez ces cartes-là, qui sont des cartes un peu de flamme qu'on va essayer de récupérer, qui sont de différentes valeurs et qui vont surtout vous rapporter des points. Ça, c'est les points, c'est hyper important. On va jouer en fait jusqu'à ce que toutes les cartes aient été collectées. Dès qu'on a joué toutes les cartes, celui qui a le plus de points gagne évidemment à la fin de la partie. Au début de la partie, chaque joueur va prendre sa carte flamme comme ceci et va poser une de ses cartes de sa main ici, hop, dessus pour indiquer en fait qu'elle est bloquée mais qu'elle lui rapporte 1 point. Il ne jouera donc pas de 8. C'est important qu'au début de la mise en place, tout le monde ait joué une carte sur sa flamme ici, donc qui est bloquée, mais qui soit différente des autres joueurs. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer la partie en sélectionnant 3 cartes de notre main qu'on va mettre dans notre main. Le reste des cartes, on va les mettre dans notre terrier. On ne joue pas avec pour cette manche-là. Une fois que chacun a choisi ces 3 cartes, en commençant par le premier joueur, le joueur va jouer une carte qui doit être déjà de base de valeur égale à celle-ci ou supérieure. Donc là, par exemple, il faut commencer avec un 5. Je ne suis pas obligé, évidemment, de jouer. Je peux passer. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé dans Synchro, mais vous pouvez très bien
quand vous jouez en synchro, attaquer un monstre ou passer. Ça peut être intéressant de passer pour justement économiser vos cartes. Bref, je reviens sur Tales of Fire. Ici, le premier joueur pourrait commencer en jouant un 7 par exemple. Le joueur d'après, si parmi ces 3 cartes, il a une valeur supérieure à celle-ci, il a le droit de la jouer. Et dans ce cas-là, il va être supérieur à l'adversaire. Donc on va dire 9 par exemple, ainsi de suite. Les joueurs peuvent passer ou continuer à jouer. Si jamais votre tour, c'est à nouveau à vous de jouer et que devant vous, la carte la plus forte, c'est la vôtre, c'est vous qui remportez le totem, tout simplement. Vous remportez la flamme. Donc je récupère la flamme, je mets les cartes dessus. Celles-ci, elles sont défaussées, elles sont récupérées pour les autres joueurs. Mais ma carte ici, elle est bloquée, mais j'ai 3 points. En plus de ça, ce qui est malin, c'est que là, j'ai gagné avec mon 9, c'est intéressant. Mais le truc, c'est que si je remporte avec ma carte la flamme, et qu'en plus, un autre joueur aurait éventuellement, mettons, un 9 comme ça, bloqué avec une flamme aussi, comme j'ai gagné avec un 9, je regarde qui possède des 9 avec des flammes et je récupère la flamme qui se trouve juste en dessous de son 9. Hop, et je fais comme ça. Donc il faut faire attention à pas trop collecter avec des grosses cartes ou même avec des cartes que les gens pourront jouer plus tard, parce que s'ils récupèrent un pli entre guillemets avec une carte qui vous vaut des points, il va vous récupérer tous les points. C'est cette subtilité-là que j'aime bien parce qu'en fait, vous allez au fur et à mesure jouer des cartes que vous choisirez toujours dans votre paquet. Vous savez les valeurs de cartes, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ça va de 1 à 9. Il y a un petit joker avec le +1. Mais du coup, les joueurs pourront, à chaque tour, une fois qu'on aura tous joué une manche, on va forcément avoir joué 3 cartes. Une fois qu'on a joué les 3 cartes, les cartes qui sont dans le terrier, on les récupère. Et ainsi de suite, on va pouvoir, du coup, de nouveau choisir de nouvelles cartes. Donc il faut bien sélectionner ces cartes pour justement essayer de récupérer au mieux les différentes flammes qui sont ici et essayer de voir qui a récupéré quoi et a utilisé quoi comme valeur pour essayer justement de sucrer tout ce qu'ils ont récupéré dans les manches précédentes. J'espère que j'ai été assez clair sur Tales of Fire. Petit jeu, je trouve, de cartes, de plis assez malin qui va redonner un peu, pareil, comme synchro, un vent de fraîcheur sur ces jeux de collection, de plis et de cartes que vous aimez tant. On peut enchaîner avec un autre jeu. Eh bien, il y a là-bas Micro Macro. Mais oui, tout à fait. Crime City Showdown. Le Micro Macro Crime City Showdown, la 4e et dernière boîte de la collection. En tout cas, pour l'instant, nous, si ça a été annoncé. Qu'est-ce que c'est que Micro Macro? C'est un jeu d'enquête où on va devoir, un peu à la Où est Charlie, un peu un cherche-trouve, essayer de retrouver la trace d'un cambrioleur, d'une arnaque, d'un voleur ou même d'un assassin, entre guillemets. Les illustrations sont assez mignonnes, c'est pas trop... Oui, ça reste relativement familial. C'est à partir de 8-10 ans, je pense, 10 ans. C'est à chaque fois des étapes dans les différentes enquêtes et c'est une espèce de tracking de personnages que vous allez suivre dans des cartes. Et ce qui est génial dans cette boîte-là, c'est que du coup, maintenant, vous avez la ville entière de Micro Macro, puisqu'en fait, dans chaque boîte, vous avez une carte différente. Et maintenant, vous avez 4 grandes cartes qui font 75 par 110. Et donc, du coup, vous aurez une gigantesque carte avec des enquêtes qui sont prévues pour ces 4 boîtes-là. C'est vraiment une super formule, Micro Macro. C'est génial. C'est franchement top. Bien. Et vous pouvez commencer par n'importe quelle boîte, elles sont toutes indépendantes. Où est-ce qu'on en est niveau batterie? Il y a Quicksand qui est... niveau batterie, ça clignote depuis tout à l'heure. Là, on est en sursis, mais on y croit. Quicksand, que j'avais vu à Vichy, que tu connais probablement peut-être un peu mieux que moi, parce que nous, on l'avait vu à Vichy, mais quelqu'un était occupé, je crois que c'était Sonia qui était un peu occupée pour nous l'expliquer. Et puis, tant qu'on l'attendait pour les explications, nous, on faisait n'importe quoi, on avait joué avec, si vous avez vu sur Instagram. Vous faisiez n'importe quoi avec du matériel de jeu. On inventait des règles. Bah, ça vous ressemble pas du tout de faire ça, je suis extrêmement surpris. De ce que j'ai vu et de ce qu'on avait compris, c'est que c'est un peu comparé à Kites pour les sabliers. Oui. Parce qu'en fait, c'est une course, on va essayer de dérouler 3 sabliers au fur et à mesure sur des tuiles. C'est ça. En jouant des cartes de différents symboles qui correspondent aux tuiles sur lesquelles il y a les sabliers. Exactement. Et pour faire avancer un sablier, il faut jouer une carte d'un symbole pour le faire avancer devant la tuile en question sur laquelle vous avez joué le symbole. Le truc, c'est que les sabliers sont les uns à la suite des autres, et donc du coup, pour qu'ils s'enchaînent, il faut bien coordonner vos cartes, un peu comme dans Synchro aussi, de façon à ce que les sabliers avancent petit à petit. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne trop d'avance. Sinon, ils se bloquent les uns les autres. Exactement, sinon ils se bloquent les uns des autres. Il peut arriver que du coup le sablier se mette sur le côté du plateau, et s'il est sur le côté du plateau, il va continuer à couler, mais si jamais il finit de s'écouler, et du coup c'est perdu. Il ne faut pas qu'il finisse de s'écouler hors du plateau. Et il arrive hors du plateau quand il a fini de s'écouler sur une tuile. Tout un tas de pièges, de règles alternatives. Le jeu a
une fois de plus, c'est dans l'air du temps et tant mieux, j'adore ça. Un côté évolutif, plein de petits modules à découvrir, de plus en plus difficile, avec forcément de temps en temps des petits bonus pour vous aider à surpasser cette difficulté, mais en jouant bien. À nouveau, comme tout bon jeu coopératif, sauf les jeux à communication limitée, eh ben là, ça va être la communication qui va vous sauver. Donc oui, forcément, de par son matériel, de par un petit peu son expérience de jeu, ça fera penser à Kites. Et je pense qu'on l'a dit, bien d'autres l'auront dit, c'est quand même une proposition qui est suffisamment différente. Hein, vous l'avez compris, c'est un jeu coopératif et c'est un jeu de Almar Hack et Lorenzo Silva. C'est un jeu pour 1 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Super, on va essayer de poursuivre avec ce qui nous reste de batterie. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Et donc, bienvenue derrière le comptoir. Finalement, on a constaté qu'on avait presque tout présenté, sauf ceci, mais du coup, on le fait derrière le comptoir, on a changé la batterie, tout ça, tout ça. C'est donc parti pour 5 minutes mystère. 5 minutes mystères qui peut vous faire penser à 5 minutes dungeon, parce qu'en fait, c'est les mêmes auteurs-éditeurs. Et en fait, ici, c'est plutôt un jeu d'enquête en temps réel. On va avoir un petit minuteur avec une application qui est franchement bien foutue. Ouais, trop bien. Il y a un matos qui est vraiment, qui claque, parce qu'en fait, à l'intérieur, alors vous voyez pas là, je sais pas si on avait une d'ouverte, peut-être que si, parce qu'on y a joué. On y a joué, donc il y a peut-être une boîte quelque part. Il doit y avoir une boîte quelque part dans la boutique. Si jamais vous venez à la boutique, cherchez peut-être la boîte ouverte, vous la trouverez. Non, je pense pas. Non, non, pas du tout. Ici, en fait, à l'intérieur de la boîte, vous aurez une espèce de petit code, comme ça, un petit objet que vous allez faire tourner pour avoir différents symboles. En fait, ces symboles-là, c'est un joueur qui va devoir les retracer pour décoder le code. Et en fait, ces symboles-là, ils sont cachés sur une carte qu'un autre groupe d'enquêteurs va essayer de trouver. Il va dire, bah là, sur ce symbole-là, sur tel emplacement, là, sur le mur, je vois qu'il y a une espèce de carré avec d'autres petits carrés autour. Et donc, le joueur va chercher le petit carré avec le petit carré autour. Là, il y a un triangle avec un losange à l'intérieur. Ok, triangle avec un losange à l'intérieur. Et tout ça, il le décode. Une fois qu'on a le code entier, il dit, ok, c'est bon, j'ai le code c'est ça. Derrière la carte où vous avez, vous, trouvé les symboles, vous retournez la carte, et derrière, il y a vraiment marqué l'enchaînement des symboles qu'il faut faire. S'il est bon, vous allez piocher un indice. Un indice, c'est quoi? C'est un indice parmi 4 qui correspondent en fait à des indices pour trouver le coupable. Vous avez un indice vert, bleu, rose, jaune, un truc comme ça. Et vous allez avoir un moyen de connecter ces indices-là avec le coupable. Si le code couleur est bien le bon, si le chaînage en fait des couleurs est le bon, c'est que vous avez déjà un élément de trouver sur le coupable. Là par exemple, c'est une montre. On vous dit, bah oui, le coupable, il a bien une montre. Ok. Et donc, pour retrouver le coupable, vous aurez besoin d'un maximum d'éléments, du moins d'indices. Et vous avez une liste de cartes avec des coupables, et vous allez regarder un peu comme un qui est. Vous allez dire, bah tiens, lui il a un parapluie, donc il faut le garder, lui il a une montre, il faut le garder, lui il a un chapeau, on peut le virer parce qu'il n'a pas de chapeau, par contre il a tel nœud de papillon, donc il faut le garder, etc. Vous gardez vos suspects, au bout d'un moment vous devez arriver à trouver le coupable, vous dites ok, le coupable c'est celui-là, vous vérifiez, si c'est bon tant mieux, si c'est pas bon, bah, vous avez perdu. C'est méga bien parce qu'en fait, les éléments s'enchaînent à chaque fois, c'est-à-dire quand vous décodez un code, vous mettez la carte illustration de côté, vous en piochez une nouvelle. Et à chaque fois, vous recherchez. Et des illustrations, mais il y en a... Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a un petit côté un petit peu évolutif, vite fait, avec des petites surprises, des petites règles en plus. Puis ça se complexifie. Donc il y a de plus en plus d'informations, de plus en plus de trucs à connecter. C'est sacrée bonne surprise ça aussi. C'est vrai que du coup je me sens un peu bête qu'on soit pas allé chercher le matériel. Bon, c'est le derrière le comptoir. C'est le moment un peu à l'arrache de la vidéo parce on est sur une fin d'année très oui, j'allais revenir là. Ouais, et donc clair. Nos cerveaux sont très surchargés aussi. Mais ça c'est trop bien. Mais ça franchement c'est une très belle surprise. Moi j'aime pas trop quand dans la boîte on voit un truc dedans et regardez, il y a un bel objet. Ça brille et je suis là. Oui d'accord, mais concrètement, est-ce que ça sert à quelque chose? Et là, pour le coup, oui, ça sert à quelque chose. C'est un peu comme Turing Machine. On le voit de loin, on fait c'est pas mal comme proto. Et on se dit, mais il ressemblera à quoi à la fin? Ah non, c'est la fin. Et on se dit, waouh, c'est un peu bizarre comme jeu. Et en fait, l'outil est incroyable. La création est absolument magnifique. Donc ouais, ça fait un peu penser à ce côté-là, Turing Machine avec cet objet un peu insolite qui au final n'est pas là que pour vous faire briller vos yeux, mais aussi pour faire un peu brûler vos neurones. Donc, très bonne formule pour jouer en famille également. Exactement, très bon jeu famille. Moins familial par ici. Ça c'est familial. Pas du tout. Alors bon, celui-là à la limite, pourquoi pas si vous êtes joueur. Celui-ci, d'accord, mais il faudrait être très joueur. Très brièvement, celui-ci, on va le conseiller rapidement parce que ce sont que les joueurs experts entre guillemets qui seront concernés par ça ou ceux qui sont assez fans de Terra Mystica. Terra Mystica, c'est un gros jeu que beaucoup de joueurs nous demandent et il faut savoir que Age of Innovation, c'est un peu la version survitaminée de Terra Mystica. Il y a
un système asymétrique qui fait que, comme pour Planet Unknown, vous avez plein de combinaisons possibles, et c'est dans celui-ci où il y a un système de gestion de, pas de mana, mais de cristaux de mémoire, où vous passez d'un niveau à un deuxième niveau et un troisième niveau, et en fait c'est de plus en plus fort, mais cette bascule-là, il faut la gérer un minimum comme un jeu de gestion de ressources, entre guillemets, pour faire le plus d'actions possible. Je rentre pas du tout dans le détail, parce que déjà, on n'a pas beaucoup. Donc on n'y a pas joué de toute manière. J'allais dire c'est pour l'élite, non, parce que c'est de mettre de côté tous les autres joueurs qui connaissent pas Terra Mystica, et c'est pas grave en fait, vous pouvez très bien passer à côté. C'est costaud quoi. C'est juste c'est hyper costaud, c'est vraiment fait pour les gens qui connaissent un peu Terra Mystica, parce que en termes de règles, nous on en avait expliqué, autant vous dire que à 8h du matin à Vichy, mon cerveau a été... Et pourtant ça explique bien chez Super Meeple, mais ça ne fait pas tout, c'est le genre de jeu sans y jouer. Notre cerveau il est pas là, et surtout quand on voit ça, on se dit waouh, ok, ça je vois pour qui c'est, j'en ferai un peu, mais... C'est ça. Ça, à l'expliquer, c'est très compliqué. Par contre, je suis hyper chaud. Si jamais vous l'achetez, vous savez, vous gagnez déjà des joueurs, parce que moi, je suis très fan de jouer à des jeux experts, mais on n'a pas beaucoup de temps. On aurait pu le mettre dans la grande ligne droite, là, tout à l'heure, des jeux auxquels on aurait aimé jouer, mais qu'on n'a pas eu le temps. Ouais. Je te laisse enchaîner. Allons-y avec Tiny Epic Vikings, un nouveau dans la gamme des Tiny Epic, un jeu de Scott Ames décidément, donc avec son extension. C'est cool, les Tiny Epic, quand il y a une extension en général ils arrivent avec l'extension, vu que ce sont des jeux qui sont déjà sortis aux États-Unis depuis un certain temps pour la plupart, donc c'est Pixie Game qui nous propose ceci. C'est un jeu de conquête de territoire, en gros, il y a de la conquête de territoire, mais c'est un jeu de bagarre quand même dans l'ensemble, c'est néanmoins un jeu de stratégie. Est-ce qu'on a un dos de boîte qui fera l'affaire? Allez, en tentant le bras, ça peut passer. On va avoir comme ceci un plateau avec différentes zones terrestres et puis après, eh bien, maritime. On va avoir des dracards, donc on commence dans le maritime. On va aller dans les zones terrestres en débarquant des vikings qu'il faudra nourrir pour ça, pour aller conquérir ces territoires, parce que ça vous fait gagner des runes. Les runes, ça vous fera gagner potentiellement des points en fin de partie. Il y a une espèce de petit Ragnarok qui se prépare et suivant la couleur des ruines que vous avez, ça va vous favoriser plus ou moins de points selon la divinité qui aura monté sur des petites jauges, en gros. Donc ils vont essayer de récupérer ces petites runes parce qu'elles nous font marquer des points, mais il y a d'autres moyens de récupérer ces petites runes, à part le plateau lui-même, c'est qu'il va y avoir des cartes tout autour et on peut se battre pour les cartes. Quelle est la mécanique qui nous permet de nous déplacer, de surenchérir pour essayer de gagner ces fameuses cartes, etc. Eh bien, c'est une mécanique de draft, en gros, et avec des informations sur les cartes qui vont servir pour tel ou tel type d'action. Forcément, ça va vous créer constamment des petits dilemmes. Voilà, hop là, on va avoir l'extension Ragnarok qui va rajouter les géants de glace qui sont ici. C'est pas facile à bras tendus comme ceci. Et donc les géants de glace sur le plateau, ils vont venir vous embêter. Vous allez pouvoir recruter des Valkyries pour aller vous en débarrasser. Ça fera évidemment des points supplémentaires. Voilà donc pour le petit Tiny Epic Viking. Hop là. Bon, je crois qu'on a tout dit, hein. De quoi est-ce qu'on pourrait parler maintenant? Est-ce qu'il y aurait une sortie aujourd'hui, parce que ça Ah si. Une sortie que tout le monde attend. Je sais, un jeu de cartes à collectionner. Pokémon. Mais oui. C'est ça dont on doit parler. Voilà. Hop là. On est bête. Oh, on a failli passer à côté. T'imagines? Alors, c'est ce qu'ils attendent en plus. La sortie Pokémon avec un coffret avec garde de fer dedans. Garde de fer. On les connaît pas, on est naze. Et Rugilune. Et puis alors, on les connaît pas, puis à chaque fois on se gosse de pas les connaître, alors que bon. Rugilune. Garde de fer et mythe de fer, ils ont plus d'idées de nom pour les Pokémon. C'est ce qu'on se disait. Dans 3 semaines, il y aura crocodile de feu et chat de glace. Avant, c'était un mélange de trucs. Bon, ah, c'est quoi le jeu de mots? On fait les vieux, on fait les vieux. C'est les nouveaux coffrets pour la nouvelle édition de Écarlate et Violet de chez Pokémon, Fight Paradox. Ah oui, c'est ça, Fight Paradox. Ok, d'accord. Okay. Elle était déjà abîmée quand on l'a reçue. Si. Et donc, est-ce qu'on aura un autre jeu de cartes à jouer à collectionner dont on pourrait parler? Magic. Mais oui, c'est vrai. Magic. Ah là là. Bonjour, est-ce que vous avez le nouveau Magic avec des dinosaures? Personne ne se rappelle comment s'appelle cette extension et donc on n'arrête pas de nous demander. Vous avez les Magic avec les dinosaures? Les Magic dinosaures, vous les avez? Ils sont là les Magic dinosaures, donc ce sont les cavernes d'Ichalan et donc c'est une extension Ichalan qui avait déjà été visitée il y a un bon 5 ans maintenant, je crois, c'était quelque chose comme en 2018, fin 2018 ou début 2019. C'est un univers dans lequel nous allons trouver des ondins, ambiance Inca, Aztèque, Maya, je ne sais pas trop, donc des ondins, c'est des hommes poissons, hein, en gros. Des vampires conquistadors, ça c'est très très cool. Très cool. Qu'on va pouvoir retrouver notamment là, dans ce deck ondins, Commander. Les ondins sont ici. Bleu, souvent les commandeurs vont un petit peu rappeler l'univers
les tant attendus dinosaures. C'est une île où il y a des dinosaures. Vélociraptor. Ouais, ils ont fait un petit jeu de mots. Ils savent s'amuser chez Magic, ils savent rigoler. Et a priori des pirates. Dans la première extension, j'avais pas souvenir qu'il y avait beaucoup de pirates. Ah, mais il y avait des marins. Il y a pas mal de mécaniques avec des marins. Bref, je n'ai pas trop eu le temps de me renseigner sur ces mécaniques-là, puisque si je me renseigne trop sur les mécaniques de Magic, je suis tenté d'y rejouer et je n'ai ni le temps ni l'argent. Hein, très clairement, il y a beaucoup trop de jeux à jouer. Mais bon, c'est quand même très clairement. Donc il y a les commandeurs, il y a les boosters d'extension et les boosters de draft. Voilà, Okay, c'est ça. On n'a pas fait les collectors parce qu'il y a trop de trucs. Il y a trop de sorties chez Magic. On essaie de rester sur les éditions classiques. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on vous propose les boosters draft, extension et les commandeurs. Oui. Draft, extension, commandeur. À noter que dans les paquets de cartes des cavernes d'Itchalan, il y a des cartes spéciales Jurassic World. Le savais-tu? Voilà. Donc c'est là. Ouais. La carte bleue, c'est là. Ouais, mais non. Je laisse tout ça et je reviens dans 20 minutes. D'accord, Alexandre? J'ai fait Jurassic Park. Non, Jurassic World. Ah, quoi? Autant pour moi. Quoi? C'est pas bien? C'était pas bien ça? Je suis sûr que c'était très bien. Je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé Jurassic World. Moi, j'ai trouvé ça, je peux pas le dire à la caméra, mais j'ai trouvé ça, je peux pas le dire à la caméra. Voilà. J'aime bien ce moment derrière le comptoir où c'est le freestyle. Je crois qu'on a tout dit. Alors, on a oublié de parler de l'offre Unbox Now Asmodée. Oui. Bah, à la limite, on va vous mettre un visuel au montage. Ah ouais, tu veux. Parce que l'affiche est là-bas, c'est pour ça que je regarde là-bas. Voilà, donc, on mettra l'affiche au montage. Et donc. Après, on peut l'expliquer aussi. Donc, je la mettrai au montage. Complètement. Vous avez une remise de 5 € sur une sélection de jeux Asmodée. C'est une offre qu'on fait avec joie, puisqu'il y a plein de jeux qu'on vend super bien à Noël. Et cette offre, elle va être donc sur cette fin d'année. Elle a commencé là. Donc, si vous passez à la boutique, jusque. Mais c'est un peu comme c'est loin, donc je ne le vois pas, mais vous avez jusqu'à mi-décembre, je crois. C'est un truc comme ça, ouais. C'est comme Similo, c'est mi-décembre. C'est ça, avec du Azul, du Pandémique, du Catan, du Seven Wonders, du Aventurier du Raid, du Seven Wonders Duel, du Splendor, du Carcassonne, bref, des jeux que, si vous n'avez pas à la maison et que vous souhaitez jouer en famille à des grands classiques, vous pouvez totalement envisager. Alors, en famille ou avec des amis, hein, peu importe, mais ça reste quand même des jeux qu'on aura plaisir à jouer en famille. Et puis pour faire des cadeaux de Noël. Bien évidemment, cette offre est très très cool. Donc celle-ci plus l'offre Similo nous régale en ce moment. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Ah c'est bon, allez, on va tourner autour du pot. C'est pas rigolo. Hop, oui, Lorcana est de retour. Voilà. Hop. Alors. Est-ce qu'on a un petit peu de tout? On vous montre un petit peu tout ce qu'on a. Hop, il va y en avoir par ici. Les deckbox, il n'y a que Mulan. Parce que je me souviens que normalement il devait y avoir Mulan et le fameux dragon bleu de... Voilà, très bien. C'est le dragon bleu de Raya, je crois, j'ai plus son nom. Donc si vous l'avez, tant mieux. Ah oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Hop, ok, on est bon. Donc là, on a... Bah, vous voyez tout ce qu'il y a. Il manque juste le Stitch, pardon. Hop, je le prends là. Ok. Voilà. Donc, on a reçu, évidemment, les starters. Il y en a 2 pour la S2, donc la saison 2. Vous avez également les portfolios, qui étaient déjà présents pour la saison 1, je crois. Ouais, ceux-là, oui, il me semble. C'est ça, les 2 étaient présents là. C'est un réassort finalement. De nouveau, donc en réassort. On a le coffret 100 ans, collector, on n'en a pas beaucoup, mais on en a. On a évidemment les boosters, donc sous format de display ici. On a reçu les deckbox, et je crois que je vous ai... On n'avait pas des tapis aussi? On a les tapis de jeu. On a les tapis de jeu qu'on n'a pas mis. Qui reprennent... Et autant vous dire que les tapis de jeu, il n'y a plus que la bête, techniquement. Hein. Il doit y avoir un Winnie, et au moment où je vous parle, il y en a sûrement déjà plus. Donc, mais normalement, on n'en a pas eu beaucoup. Voilà. Donc les starters... Après, souvent, vous êtes moins friand d'accessoires, de box, mais bon... Ça part très vite quand même. Ça part quand même très vite, vous êtes moins friand. Mais dans l'idée, on a quand même des displays, on a quand même des starters, parce que c'est avant tout un jeu de cartes, et pas un jeu de tapis. Mais bon, si on peut avoir un tapis, c'est cool. Mais voilà, sachez que les displays et les starters, c'est ce qu'on a en plus grosse quantité. La saison 2 donc qui sort ce vendredi, là, de date de sortie de la vidéo, le 17 novembre. Concernant notre politique de vente, on ne fait aucune réservation précommande. C'est pour ça que vous nous avez appelé toute la semaine, tout le mois j'ai envie de dire, et qu'on vous a expliqué que non, parce que pour nous ça nous fait moins de boulot, hein, très honnêtement, et ça fait moins de malheureux aussi parce que il y a eu énormément de boutiques qui ont eu la mauvaise surprise de faire des réservations et qui finalement n'ont pas eu les stocks, les quantités qu'ils voulaient, et qui ont rappelé les gens en disant désolé, on n'aura pas vos jeux. C'est dommage pour tout le monde, et donc nous on a décidé de dire mais dès la saison 1, parce qu'on a quand même bien flairé le truc, parce qu'on est un petit peu habitué à faire du jeu de cartes à collection. On a dit vous passez à la boutique, il y en aura. Donc ce vendredi,
et peut-être même le samedi, je l'espère, ou pas, vous pourrez venir acheter tout ceci, sachant qu'on limite dans les quantités, mais que quand même, théoriquement, à moins d'être méga gourmand, vous aurez ce que vous voulez. Oui. Et puis notre but c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en avoir, pour qu'il puisse y avoir des tournois, pour que vous puissiez jouer en famille, pour que vous puissiez en offrir à vos amis, à vos enfants, à vos amoureux, amoureuses, bref. Parce qu'en fait c'est ça le jeu de société, c'est aussi ça le jeu à jouer, c'est quand même un jeu qui va reposer sur sa communauté. Si la communauté ne se crée pas, il n'y a pas de jeu. Et donc j'espère qu'en faisant ça, on contribue le mieux à la communauté sur Bordeaux et puis environ. Je précise juste qu'il y a si vous ne savez pas, il y a une application qui permet de répertorier toutes les cartes. Cool. Donc, il y a 204 cartes par saison, donc pour l'instant il y en a 408 du coup. Et c'est une application que vous téléchargez, vous avez la liste des cartes, donc vous pouvez regarder ce que vous avez, vous pouvez mettre en liste de souhaits ce que vous souhaitez. Enfin, c'est vraiment une application très bien foutue, notamment comme des fois il y a des errata sur les cartes, l'application vous dit hop, cette carte-là c'est pas ce texte, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est cool pour les joueurs, pour les gens qui veulent collectionner. Voilà. Très pratique, ouais. Je crois que cette fois-ci c'est bon. Cette fois c'est bon. On termine quand même avec des sorties pas des moindres. Là c'est fou. Le Pokémon, le Magic qui était super attendu, l'Orcana, j'en parle même pas. L'Orcana sur lequel nous on a vraiment accroché. Hein. On vous en avait parlé pour la saison 1. Depuis il y a eu de la collection, il y a eu du deck de fées, il y a eu pas mal de matchs. On prend toujours autant plaisir à y jouer. Il y a les 7 nains. Bon bah t'es à 2 doigts de me convaincre d'acheter un display, arrête de suite. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.